Go Viva l'Algérie. Bon allez, on se remet un peu sérieux. Ah non. Et salut à tout le monde. Attends, putain, je vais la refaire. Ça marche pas. Mais c'était top, arrête. Non, parce que c'est pas naturel. Ok, je refais. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode en espérant vous voir nombreux à réaliser vos projets cette année. Cet épisode est aujourd'hui sponsorisé par Legal Place. Vous êtes sûrement sur le point de lancer votre entreprise, mais vous ne savez pas comment vous y prendre dans cette jungle juridique. On parle des rédactions des statuts, du formulaire M0, du tribunal de commerce. Bref, on vous enlève une belle épine du pied et je vous recommande chaudement Legal Place, qui est une solution simple et efficace pour la création de votre entreprise en ligne. Vous remplissez un petit formulaire en 5 minutes et ils s'occupent de tout. Ils ont déjà accompagné plus de 100 000 entrepreneurs, ont récolté 3000 avis avec une note de 4.7 sur 5 et le petit plus, ils vous accompagnent aussi sur la comptabilité après la création de votre société. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur legalplace.fr et parce qu'on aime vous chouchouter, un petit code promo pour obtenir 20% de réduction, rien de plus simple, vous avez juste à taper CEO20. C'est terminé pour la promo et je vous souhaite un excellent épisode à toutes et tous. Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois Wilfried. Comment vas-tu ? Je suis en pleine forme et merci de prendre le temps de m'écouter, Yacine, et de venir à la maison. Alors là, on est chez Superprof, on est bien installé. Et... Ah, t'as spoilé, je voulais pas dire le nom de la boîte. Moi, c'est pas grave, j'allais dire la start-up la plus énervante de la place. Tu peux me dire pourquoi je dirais ça ? Alors, et d'ailleurs, est-ce que toi aussi, t'es devenu énervant ? Je suis super énervant, vous allez pouvoir le constater. Non, je suis resté assez cool, donc non, je crois pas que j'énerve beaucoup de gens. Mais oui, mais c'est sympa de parler de la boîte qui est effectivement super énervante. On a bien énervé le métro, on a bien énervé la télé pendant toute la rentrée de septembre et ça repart, la campagne repart en janvier. Ah, trop cool. Ouais, on refait encore 3 semaines de télé. Et on va s'arranger pour publier ça à ce moment-là. Et avec grand plaisir. Je t'avais envoyé, tu te souviens, je t'avais envoyé la photo. Non, je te l'ai envoyé ou pas ? Je sais plus. Si, je pense que je t'ai envoyé une photo quand j'étais dans le métro et je vous voyais partout. Absolument, quoi. Ouais. Donc, on a fait une belle campagne avec Buzzman. Yes. Et on a voulu effectivement twister un peu le monde du cours particulier qui est un peu poussiéreux, qui est un peu poussif. Et on se dit, voilà, un prof particulier, c'est pas un mec marrant. Et alors que nous, justement, c'est tout l'inverse. Nous, nos profs, ils sont absolument fabuleux. C'est des super profs et compagnie. Et on a voulu jouer la carte de l'élève qui était effectivement super énervant parce qu'il cartonnait tout. Parce qu'effectivement, il avait trouvé son super prof. Et avec un peu de la fausse modestie, en se moquant de l'élève, on devenait super énervant quand on était chez Superprof, parce qu'on devenait super bon par rapport aux autres, quoi. Et tout en étant... Alors qu'on pense qu'on n'est pas bon. En plus, toujours très décontracté. Ouais, exactement. Ouais, c'est l'élève tête à claque, quoi. Ouais. Bon, revenons un peu à la base. Bon, déjà, t'en as parlé. On va parler aujourd'hui de Superprof. Je suis hyper content parce qu'on va parler d'éducation. Et c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé encore dans le podcast. Mais... je pense que c'est presque la nature un petit peu aussi du podcast, même c'est plus sur l'inspirant. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment d'instruire et de redonner aux gens. L'éducation, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Moi, si tu veux, j'ai monté Superprof, la boîte de mes rêves, parce que justement, je voulais monter une boîte à impact. Et quoi de mieux que l'éducation et qu'éduquer les gens pour combattre énormément de fléaux sur Terre, entre guillemets. Parce que je crois effectivement que si on apprend, si on partage, si on est effectivement dans la partage de connaissances, la bienveillance et compagnie, en fait, ça produit vraiment des miracles entre les individus. Putain, il y a un partenariat à faire là. Je plante des graines, les amis. Bon. Qu'est-ce que Superprof ? Alors Superprof, c'est très simple. D'abord, c'est une joyeuse bande de lurons à Paris qui ont essayé de faire la plus belle communauté de professeurs particuliers. En gros, voilà, avec un peu plus de 21 millions de professeurs aujourd'hui, dans à peu près tous les domaines. Voilà. Et d'un autre côté, un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de trouver le professeur parfait pour eux, qui leur convient le mieux dans cette
communauté de professeurs et dans toutes les matières. Voilà. Et aujourd'hui, Superprof, c'est un peu plus de 200 collaborateurs et c'est surtout 41 pays où on a Incroyable, trouvé. ça. Ouais. Non, non, mais j'y crois pas non plus, moi non plus quand je le dis, mais là, on est présent dans 41 pays et l'année dernière, on a fourni un professeur à un peu plus de 28 millions d'élèves. Donc, Ok. voilà. Donc, des chiffres impressionnants. On va donner 2-3 petits autres chiffres. Donc là, tu nous as dit un peu plus de 200 collaborateurs. Bon, déjà, on est dans un magnifique, de magnifiques locaux. C'est gentil. Paris 10, j'habite pas loin, donc ça m'arrange. Mais non, mais surtout, là, j'arrête pas de regarder ce putain de sapin de Noël. Incroyable. Et 0 € levé. Eh ouais, 0 € levé parce que... Ouais. Ben écoute, en fait Yacine, c'est simple. Comme je te disais en préambule, j'ai voulu vraiment monter la boîte de mes rêves. Donc vraiment la boîte la plus parfaite selon moi, dans un domaine qui me plaît bien, une boîte internationale, et donc surtout la boîte que j'ai envie de garder toute ma vie. Donc quand tu dis boîte de tes rêves, là j'allais un peu te demander c'est quoi la vision, mais tu as parlé d'impact, donc je pense dans l'aspect éducatif, éducationnel, et il y a surtout l'international. Oui, et absolument. On peut en parler, déjà commencer par ça, mais tu t'as dit dans un autre podcast, donc ça va se rejoindre les deux, que pour créer la boîte de tes rêves, il était impossible pour toi d'être accompagné par des VC, donc par des fonds d'investissement. Et je crois que l'international rejoint aussi. Absolument, enfin, c'est tout un mélange. Mais alors, donc, pour finir, boîte de mes rêves, donc pas de levée. Pourquoi pas de levée ? Parce que quand tu fais une levée, en fait, eh bien, on te donne rendez-vous dans 5-7 ans pour effectivement sortir le fonds, puisque la vocation d'un fonds, c'est de rentrer et de sortir en faisant une plus-value si possible. Donc on t'invite à revendre en fait. Voilà, on t'invite à revendre en tout cas ta part, ou en tout cas à peut-être vendre la totalité de la société. En tout cas, tu as déjà vendu une partie de ta société. Donc tu es dans un processus de vente en fait. Si tu veux, dès que tu fais une levée, en fait, il faut te dire que voilà, tu vas revendre encore des parts, ou tu vas refaire une levée. Enfin, tu es dans un processus de vente. Or, moi, j'ai envie de la garder toute ma vie. Donc, pour la garder toute ma vie, du coup, je suis pas vendeur, je vends pas cette société, je veux la garder, et donc je vends qu'une part, voilà. Et avec l'ambition d'être, je reprends tes mots, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais c'est leader international du cours particulier dans le monde. Hein. Ouais. Ça, c'est l'ambition, et aussi d'être la meilleure boîte du monde, voilà, en toute modestie. Et quand je dis meilleure boîte, en fait, c'est parce que j'ai envie d'avoir des collaborateurs épanouis, des collaborateurs heureux. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est, alors, certes, la société, la croissance, l'éducation et compagnie, mais aussi de voir mes collaborateurs joyeux, heureux et très contents de participer à ce collectif. Ouais. Ça, c'est le truc le plus important, parce que moi, je me nourris du bonheur des autres, donc de façon un peu égoïste, mais voilà, je suis heureux si je vois les gens autour de moi heureux, donc mes collaborateurs, c'est très important. Et c'est pour ça que je dis la meilleure boîte du monde, parce que j'essaye de faire le meilleur environnement pour que mes collaborateurs soient heureux. Là, tu parlais des bureaux tout à l'heure, mais ça fait partie effectivement de l'esprit de Superprof, c'est-à-dire qu'on fabrique et on construit des bureaux pour les collaborateurs, des bureaux fantastiques pour qu'ils soient très très bien, et qu'ils aient même envie de rester le soir pour échanger autour d'une bière, regarder un match de foot, faire du ping-pong, il y a du cours de sport. Enfin, c'est vraiment la maison des collaborateurs ici. Il faut qu'ils se sentent bien au travail et qu'ils aient aussi un point de chute, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a 35 nationalités, donc des gens un peu déracinés qui viennent de pays étrangers. Là, physiquement ? Oui. Incroyable. Okay. Ouais. Et ça parle 18 langues ici. Tu vois. Okay. Donc il y a des gens déracinés. Tu parles combien de langues, ça ? Mal, une déjà mal. Donc d'ailleurs ça se voit, tu vois. Ça bafouille. Non, je suis très mauvais en langue. D'ailleurs, il serait temps que tu prennes des cours du coup. Non, j'en ai pris, mais je suis vraiment un mauvais élève. Attends, je voudrais juste reparler en fait de... mini question là sur les locaux. Ouais. Donc déjà vous êtes environ 200. J'ai été dans plein de locaux et... il y a des boîtes qui sont plus que vous et qui ont des moins beaux locaux. Donc ma question est simple. Je ne sais pas si tu peux le communiquer. Ça vaut combien des locaux comme ça par mois ? On paye à 1,5 million annuel de loyer. Ok, donc donc ça te fait un peu moins de 40K par mois. Ouais, en gros. à peu près, ouais, c'est ça. Ce qui est pas non plus excessif. Non, là on paye par trimestre, mais oui, c'est à peu près ça, ouais. Vous calez combien de personnes là ? C'est 200 desks ? Ici, il y a 130 positions. Ok. Voilà. En fait, il y a 130 positions à Paris et 70 en remote. Un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Donc la vision, c'est vraiment c'est faire en sorte que tes collaborateurs, tes employés veulent venir ici. Les collaborateurs soient bien ici. Comme je te disais, c'est les gens déracinés qui viennent de pays, le Chili, Mexique, Brésil, Pérou, Suède, Norvège. Donc c'est des gens qui viennent à Paris parce qu'ils adorent le pays, ils adorent la France, ils veulent découvrir une nouvelle culture, ils veulent apprendre le français, mais ils connaissent personne.
Tu vois, donc c'est important aussi d'avoir une sorte voilà, de la maison Superprof, si tu veux, les accueille, on okay. les aide aussi à avoir leur visa, on les onboard aussi bien professionnellement qu'on va dire moralement et personnellement parce qu'ils connaissent personne, et donc tu vas avoir le Péruvien qui va être pote avec la Chilienne, qui va être pote avec le mec de la Flandre de Belgique, qui va être pote avec l'Anglais, enfin tu vois, ça crée une espèce d'auberge espagnole hyper sympa ici, et c'est aussi pour ça qu'il y a une si bonne ambiance et que c'est vraiment une boîte géniale, parce que effectivement j'ai 35 nationalités, et si j'avais la même chose avec 200 Parisiens, ça serait pas du tout la même ambiance, tu vois. Je suis sûr qu'avec le climat actuel, la Coupe du Monde, il doit y avoir quelques tensions. Ah non, mais c'est la folie. À l'Espagne, quand l'Espagne jouait contre le Maroc, là, il y a 2-3 jours, où tout le monde était... Tu parlais à un Marocain, là. Ah, c'était les Espagnols, ils étaient... Mais tu vois, fallait être cool, quoi. Je me suis permis de faire la blague, je dis, bon, dès demain, on fait la matière, tir au but en Espagne, parce qu'il leur faut des cours. Ça n'a fait rire personne, hein, mais moi je trouvais ça drôle. Ah, y a pas de Marocains alors ou quoi? Eux devaient être bon public. Ah ouais, carrément quoi. Revenons, là on est déjà bien les pieds dans le plat, mais j'aime bien un peu revenir sur ton parcours. Donc tu sors pas d'école, t'as pas créé ça en sortant de tes études. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit parcours? Carrément, retracer un peu ton parcours jusqu'à en fait on va arriver petit à petit à Superprof, et surtout ce qui m'intéresse c'est aussi le pain identification, mais bien sûr, la création carrément quoi. Alors il naît en 27 février 1978 à Rissorangis, petite bourgade de l'Essonne. C'est quoi, c'est Stéphane Bern qui nous fait qui nous fait une mauvaise imitation de Père Bellemare. Écoute, moi j'ai fait classiquement, j'étais pas trop mauvais en maths, donc du coup t'es pas mauvais en maths, t'arrives à faire des études supérieures dans les mathématiques, donc j'ai fait même ma prépa. Après j'ai fait une école d'ingénieur à Compiègne, et en sortant UTC UTC de Compiègne, absolument. Bien. Et je suis parti dans le conseil parce que je voulais tout faire sauf être ingénieur, on va dire en informatique, donc je voulais un peu échapper à ça. Et donc j'ai été faire du conseil en système d'info chez KPMG, puis chez Ernst & Young. Et c'est vrai qu'il y a 6 mois, il y a un truc qui m'animait depuis, je sais pas, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Je rêvais de monter ma société. C'était quoi à 14 ans? Alors j'ai monté plein de trucs. Ah voilà, c'est ça. Et ben voilà, c'est un espèce de rêve. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'était. Je voyais ça en fait, les entrepreneurs comme des, je sais pas, des nouveaux conquérants, des gens qui partaient avec un équipage, qui partaient sur leur bateau, qui traversaient, qui allaient vers un inconnu avec un équipage. Enfin, tu vois, je voyais le capitaine qui partait à l'aventure et monter sa boîte. Je te jure, j'entendais des fois des mecs qui montaient leur boîte, des startups, des choses comme ça. Mais ça me faisait rêver. Mais c'est vrai que je ne savais pas trop bien ce que ça voulait dire. Mais c'était un doux rêve, tu vois. Attends, 14 ans, il y a... Je sais pas exactement quel âge tu as, même si tu nous as donné ta date de naissance, mais 14 ans, c'est quoi les modèles d'entrepreneurs? Il n'y a pas vraiment de start-up? Alors, non. Alors, les startups, ça arrive un petit peu plus tard. C'est quand j'avais une vingtaine d'années, je me rappelle, en école d'ingé, on commence à parler de startups, c'était les premières qui arrivaient. Donc effectivement, quand tu as 14-15 ans, c'est pas les startups. Les modèles, c'est quoi? C'était l'image que je m'en faisais, c'est ce que les médias te montraient à la télé, c'était ce que je pouvais lire. Mais c'est vrai que moi, je n'avais aucun modèle dans ma famille, personne n'a jamais créé de boîte dans ma famille, donc c'était un rêve, tu vois, c'était un espèce de truc. Et il y a un mec qui te fascinait à cette époque-là? Non, c'était l'idée de monter sa boîte, de vivre de son propre business, de créer quelque chose. C'était, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que il y a pas très longtemps, on a fait un truc avec les anciens de mon collège. Trop drôle. Ouais. Et donc j'ai revu des gens qui étaient avec moi dans ma classe de 4e. Et j'avais une petite amie à l'époque, une copine qui s'appelait Séverine, et que j'ai revue là-bas. Et quand je lui dis ce que j'ai fait, elle m'a dit « Ah mais ça m'étonne pas du tout, c'est ce que tu disais déjà à l'époque. » Et moi je me rappelle plus très bien, tu vois. Mais elle m'a rappelé que déjà je disais, et un peu quand tu fanfaronnes, genre ça, tu dis « Ah ben un jour je monterai ma boîte !» Un jour, tu vois, je disais des trucs comme ça, parce que c'était un truc qui me faisait rêver. Pour autant, tu vois, je l'ai pas fait tout de suite, parce que du coup, en fait, je me suis fait embrigader par mes écoles d'ingé. Quand tu fait une école d'ingé, on te dit faut aller bosser dans les belles compagnies, donc tu veux gagner des sous, tu vois, donc tu vas chez KPMG, chez Ernst & Young, chez les Big Five à l'époque du conseil, avec des noms prestigieux qui sont très durs pour le recrutement et tout. Et voilà, c'est que 4 ans après, tu vois, quand j'avais fait le tour aussi chez Ernst & Young, que j'ai monté ma première société. Qui était KP Media.
Alors, si tu veux nous en parler, Ouais. et juste une petite chose par rapport au conseil, Ouais. c'est quoi les limites que tu as vues au bout de 4 ans? Pourquoi tu as voulu aller monter ta boîte? Tu Ouais. peux nous parler un petit peu aussi Ouais. des secteurs Ouais. que tu as touchés? Là, alors, ouais. Alors, j'ai énormément appris en conseil. C'est l'une des meilleures écoles que tu puisses faire parce que c'est une école de l'exigence, c'est une école du travail. C'est Tu le dur. recommanderais aussi aujourd'hui? Je sais pas comment c'est aujourd'hui. C'est difficile, toi, de. Mais Mais j'imagine que ça n'a pas changé. C'est un peu moins attractif dans le sens où les gens, j'ai l'impression, enfin déjà l'écosystème startup devient de plus en plus en vogue. C'est très sexy, effectivement, de monter sa boîte, l'écosystème startup, on en parle et c'est très facile. Il y a un côté être un peu plus doueur que, tu vois, conseil où parfois les gens disent tu vends de l'air et c'est pas du tout péjoratif, mais je pense que ça veut dire qu'en fait tu fais des analyses et que ça veut pas dire que les gens les appliquent. Tu vends du vent, mais voilà. Tu vends. Ouais. Toi. Donc en fait t'encaisses pas mal. Alors moi je vendais pas du vent, hein, j'ai beaucoup de PowerPoint. Alors on peut se poser la question si c'est du vent ou pas, mais non c'était très utile. Moi PowerPoint à 300 slides là. Ouais. Mais si tu veux c'était quand même très utile parce que moi je faisais du pilotage de projet, donc je faisais vraiment avancer les projets et j'étais vraiment l'intermédiaire si tu veux entre l'équipe métier, donc j'étais en banque à l'époque, et le prestataire informatique, tu vois, et moi j'étais vraiment la liaison des deux, donc je faisais communiquer les deux et je crois que c'est très important, comme toujours la communication, la discussion et le dialogue, c'est primordial quand tu fais un projet. Mais alors quand en plus deux personnes peuvent se comprendre via l'intermédiaire d'un traducteur, c'est encore mieux. Et moi je faisais vraiment ça. Donc j'ai quand même pu voir à quel point j'aidais. J'ai fait le passage de normes IFRS à l'époque pour la Caisse nationale des caisses d'épargne. J'ai fait le rapprochement de. Ça c'est finance, hein. C'est finance compta plutôt. Ouais, absolument. Non mais ça me rappelle tous mes cours, la US GAAP versus IFRS. Bien sûr. Exactement. Voilà, les US GAAP aux États-Unis. Génial, super. Voilà, moi j'ai fait le passage de normes IFRS du Crédit Foncier à l'époque, le rachat du Crédit Commercial de France par la HSBC. Donc voilà, j'ai fait des choses très intéressantes avec des gens très bons et je le conseillerais parce que c'est vraiment une école du travail. Ça t'apprend à travailler dur, ça t'apprend que quand tu travailles dur, en fait, tu réussis. Ça t'apprend aussi à facturer, ça t'apprend à détecter des signaux faibles chez tes clients pour essayer de leur vendre. Donc en fait, le conseil, c'est une multicasquette, c'est à la fois commercial, à la fois tu fabriques, à la fois tu travailles dur. Donc moi, je trouve que j'ai été, voilà, aujourd'hui, si j'ai une capacité de travail aussi forte, si je suis très pushy sur regarder le chiffre d'affaires, contrôler les revenus, eh bien c'est quelque chose que j'ai appris dans le conseil. Voilà. Ça t'a rendu très data-driven aussi? Ouais. Arrivé après ça. Ouais. Bon, on va parler de data surtout sur Super un petit peu. Et du coup, c'est quoi la limite au bout de 4 ans en conseil? À la limite, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je voyais beaucoup d'entrepreneurs. Des fois, j'étais avec les patrons de boîtes. Donc, je faisais des missions chez les entrepreneurs. Et c'est vrai qu'à force d'en voir, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai expliqué à mon associé, qui pour le coup était aussi génial. Hein. Philippe, si tu m'entends, à chaque fois je te cite, mais déjà tu m'as aidé parce que tu as bien voulu me négocier un licenciement, parce qu'à l'époque la rupture conventionnelle n'existait pas. Okay. Et donc c'était sympa parce que quand même j'ai été sponsorisé effectivement par l'État pour lancer ma première société. Bon, ça a duré que 4 mois, donc c'est gentil, mais ça, quand même 4 mois, parce que quand tu te lances en fait, c'est flippant quoi. Donc c'est quand même content d'avoir effectivement, surtout moi j'avais un salaire qui était pas mauvais, donc un train de vie, un loyer, donc voilà, il fallait que je parte. Et il a été cool, Philippe, à me dire ça. Et c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés sur un podcast un jour. Il se rappelait plus tellement de moi je me rappelais de lui évidemment. Et maintenant il a monté sa société ici. Mais quand je suis parti d'Ernst & Young, en fait, c'est ce que je lui ai expliqué. Moi, si tu veux, à force de voir des entrepreneurs et voir là, je voyais du concret. C'est-à-dire que tu vois, depuis que je suis petit, j'ai une envie de monter des boîtes, mais sauf que j'ai pas de modèle. Là, j'arrive chez Ernst & Young, on me montre des modèles de gens qui ont monté des boîtes, je fais des missions chez eux, je vois les patrons, je vois les équipes. Putain, mais c'est super, ça me titille encore plus, tu vois. Et donc, c'est quoi qui ressort chez eux? C'est quoi? C'est de la passion, de la résilience? Et qu'est-ce que tu vois en fait? L'indépendance et l'aventure. Ouais. Donc te dire que le matin tu te réveilles, déjà hier ne ressemblera pas à demain et que... Ouais, l'indépendance, la liberté, l'autonomie, le fait de créer son business, moi j'adore. Hein. Le fait de gagner de l'argent avec tes clients, moi ça me... Moi, Yacine, j'adore gagner de l'argent. C'est quelque chose qui m'anime. On va parler d'argent. Vraiment.
J'aime pas gagner de l'argent personnellement parce que moi, je suis assez tranquille déjà financièrement. J'ai un bon salaire, j'ai mon appartement, donc je suis tranquille. J'en veux pas plus, c'est parfait. Par contre, j'adore gagner de l'argent pour la boîte. J'adore faire de la croissance pour la société. J'adore que la société gagne beaucoup plus d'argent et continue de grossir parce que l'argent te fait rêver. C'est-à-dire que au début, tu as des projets, par exemple, que tu as des locaux comme ici. Au début, tu imagines que j'y pense même pas en rêve. C'est pas possible. Je peux pas lâcher un demi-million par an de loyer. Quand tu fais, moi j'ai commencé, je faisais la première journée, j'ai fait 27 € de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, tu penses pas. Donc, et plus tu grandis, plus ta boîte grossit, plus ton chiffre d'affaires grossit, plus tu rêves plus grand, plus tu imagines des choses. Tu vois. Maintenant, là, moi, j'imagine des choses aux États-Unis. On est en train d'imaginer des rachats, de se lancer en Chine, des choses qu'on pouvait pas faire au début. Donc tes ambitions peuvent pas forcément grossir si les chiffres ne suivent pas en fait. Ah bah c'est sûr que ouais. Tes rêves, alors je sais pas si c'est tes ambitions parce que moi j'ai peu d'ambitions, par contre j'ai beaucoup de rêves. Je rêve de plein de choses, Ah, c'est quoi la diff pour toi? Parce que pour moi j'ai l'impression que le rêve est utopique alors que l'ambition est plutôt ancrée dans le réel. Non ? Chacun sa définition, je peux pas te dire. Tu dois avoir non, raison. Mais dis-moi. Moi aussi, c'est très subjectif. Hein. Non, mais moi, je trouve pas que c'est utopique. Justement, le rêve, c'est quelque chose qui t'anime, qui te fait effectivement avancer parce que tu veux atteindre ton rêve. Moi, le rêve, c'est pas un truc utopique en disant. C'est pas une utopie. L'utopie, c'est quelque chose effectivement d'idéal. C'est un idéal. Alors que toi, c'est un objectif atteignable. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'appelle ça mon rêve parce que ça me fait rêver. Moi, je rêve d'être plus présent aux États-Unis. Je rêve d'attaquer d'autres marchés. Je rêve qu'un jour, effectivement, on ait une solution parfaite de Superprof. C'est-à-dire, on est encore loin parce qu'on a encore plein de points d'amélioration, mais qu'à un moment, tu as envie d'apprendre quoi que ce soit. Tu trouves facilement ton prof à des prix super abordables pour tous les gens de la planète, quoi. C'est ça mon rêve ultime, quoi. Tu me disais juste 1,5 million donc par an les locaux. Ouais. Tu peux nous dire un peu le turnover, le chiffre d'affaires que vous faites? Ouais, on a fait 21 millions l'année dernière. Et cette année, on va faire un petit peu plus de 30, ouais. D'accord. Ouais. Ok. En 2022. C'est un gros ratio, ça, je dirais. Ouais. C'est quoi? Ça fait 50. 1 pour 60. Ça fait 1 pour 60, enfin 1 sur 60, je sais pas, en pourcentage, ça fait un peu moins de 2% de votre CA qui est alloué aux locaux. Ah ouais, je calcule pas ça, moi. Non, mais je me fais la réflexion, là. Tu sais, par rapport à d'autres boîtes, par exemple, en général, non. Ah non, je regarde pas ça, moi, je ne fais pas les ratios. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu me fais ce ratio-là, mais moi, quand j'ai pris les locaux, j'ai signé, je faisais 7 millions de chiffre d'affaires. Okay. Donc, tu vois, 7 millions, là, les ratios sont pas les mêmes, et je les ai pris quand même. Ouais. Donc, 1 sur 14. En fait, moi, à partir du moment où je peux payer quelque chose, je le prends. Tu vois, je ne me pose pas de questions métaphysiques. Je me rappelle de mes anciens bureaux qui étaient un petit hôtel particulier dans le 8e, à Place du Clichy. Quand alors, on payait 10 000 € de loyer mensuel, tu vois. Et quand j'ai compris que je pouvais les avoir, je croyais même pas. Moi, quand on me les a présentés, on m'a dit tiens, tu peux les louer. Je me suis dit, pas possible. Ma boîte peut louer, enfin, notre boîte, parce que j'avais un associé à l'époque, peut louer des gens. Mais et quand ils m'ont dit, vous êtes intéressé? Oui, on est super intéressés, on va faire le dossier tout de suite, on adore. Enfin, c'était fou. Je ne croyais pas à mes yeux que j'étais capable de louer un truc comme ça. En fait, c'est Superprof, c'est des surprises en permanence. C'est-à-dire que je ne me rends jamais compte à quel point c'est gros. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours très petit. Quand des fois j'arrive à faire des crédits bancaires, je me dis c'est fou, ils sont capables de me prêter. Je suis toujours très étonné en fait que les gens disent ah ouais c'est fort, c'est puissant, on est prêt à vous faire confiance. Enfin, chez toi, j'ai toujours un peu l'impression qu'on est une petite boîte et qu'on se débrouille et qu'on bricole, quoi. Donc voilà, donc c'est une bonne surprise. Donc moi quand j'ai vu ces locaux que tu vois et qui sont absolument incroyables, et surtout je voulais des locaux pas tous dans la même pièce en fait, et c'est dur parce que mettre 130 collaborateurs dans une même pièce c'est compliqué. Or là du coup il y a une mezzanine, ça et tout, c'est sous verrière. Quand j'ai vu ces bureaux, je me suis dit, non, mais on serait tellement bien, quoi. Et il faut que tu imagines que quand je les ai vus, ils n'étaient pas du tout comme ça. Ils étaient horribles. Moi, j'ai tout refait, là. On a fait appel à un architecte d'intérieur. Ça a été piloté par mon directeur artistique qui a une patte, qui a du goût, mais voilà, à l'infini, qui est vraiment très bon, qui a piloté les archis et qui fait ce que tu as vu aujourd'hui. Mais on a tout pété, quand même. Ok, d'accord. C'était cloisonné, tu veux dire? Ouais, tout était cloisonné. D'accord, ouais. Ok. Tout ce que tu vois entre les poteaux, en fait, c'est des cubes en verre, tu vois. Ah voilà. Oui, ok, en mode salle. Non, voilà. Ouais, c'est bien mieux. Là. Et c'était en fait un incubateur qui louait à des startups dans le C'était qui? De la mairie de Paris. C'était un petit incubateur de la mairie de Paris qui avait été lancé sous l'ancien maire de Paris, Delanoë, Monsieur Delanoë, qui avait lancé ça. Hidalgo, okay. Voilà.
Anne Hidalgo l'avait repris et ça a fermé sous l'ère Hidalgo parce que ça marchait pas du tout. Et c'était que des box cloisonnées. Et l'entrée où tu as vu, où il y a la buvette avec les tables, c'est pareil, il y avait un bureau, il y avait un secrétariat, enfin c'était horrible quand je suis arrivé ici. Et donc nous on a tout pété, tout ouvert, tout décloisonné, enlevé les faux plafonds, il y avait des faux plafonds de partout à l'ancienne, c'est des années 40. Donc on a remis vraiment, on a fait éclore si tu veux, le bijou, parce que c'est un bijou ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, mais on déménage quand même dans 8 mois. Dans 8 mois, déjà. Ça fait 3 ans que je suis là. Oui, non, 3 ans et demi. Ouais, donc, mais bon, mais pourquoi c'est quoi parce l'enjeu? on veut plus grand, on recrute énormément. Là, je recrute 30 personnes encore en ce moment. Okay. On veut plus grand, donc les prochains feront presque 1600 mètres carrés. Donc, dans le 11e. Ah, donc j'allais dire, vous avez déjà trouvé? Ouais, on a trouvé, okay. Absolument. Et si tu trouves cela joli, tu trouveras les autres absolument fantastiques. Là, on s'est entraîné avec cela. Les prochains, ça va être du lourd, Yacine, du lourd, vraiment. Non, c'est chouette. Je confirme, c'est chouette, je suis pas archi, mais je valide. Revenons à nos moutons. Du coup, tu quittes. Si tu veux nous parler un peu de ta première venture que tu as montée. Ouais, je monte une société qui s'appelle Capé Média. Je m'associe du coup avec. Je fais une rencontre avec un entrepreneur qui a été déjà aguerri, qui prend 40% de la société, et c'est une boîte qui fait de la publicité sur Internet. Donc c'est à l'époque des bannières, des carrés. C'est une boîte qui décolle assez bien, puisque 4 ans plus tard, cet associé qui avait 40% de la boîte me dit, lui entre-temps il avait énormément grossi, c'est la boîte qui s'appelait Adverline, ils avaient grossi, c'était introduit en bourse sur Alternext, et du coup on n'était même plus dans les mêmes locaux, on ne bossait plus du tout ensemble, moi j'avais fait mon petit bonhomme de chemin, on était peut-être une petite dizaine. Et Attends, ton associé est sorti à créer une autre boîte ou... Alors, en fait, mon associé, c'était le patron de la société Adverline. D'accord. Et c'était Adverline qui avait pris 40% de la société Capé Média. Donc il n'était pas opérationnel pas en fait. du tout. D'accord. Non. C'était mon sparring partner. Okay. D'ailleurs, il travaillait pas du tout pour Capé Média à l'époque, mais par contre, on faisait un point tous les mois et un advisor ou board member. Un pote, c'était vraiment un copain. C'est un copain, mais surtout un mec excessivement bon et surprenant. Et surprenant d'intelligence parce que je te jure, moi, ça m'est arrivé des tonnes de fois de penser et de réfléchir des trucs que je voulais faire des semaines et des semaines et des semaines. Je lui présentais et il arrivait, t'avais l'impression qu'il sortait de son lit et tout. Et on se prenait une bière et en 5 minutes, il avait tout compris et il me faisait des points d'amélioration. Alors que moi, ça faisait des semaines que je bossais dessus. Toujours le truc qui transforme le truc bien en truc génial. C'était sa force vraiment. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours sa force parce que il est toujours très bon. Il s'est associé avec toi dès le début ? Alors, il m'a aidé à lancer ma première société. C'est lui qui m'a aidé. Tu l'aurais lancé sans lui ? Alors ça, c'est une bonne question. Oui, je l'aurais lancé sans lui. Alors, il y a eu le même succès sans lui ? Alors ça, c'est probablement non. Ok. C'est marrant parce que je reparle toujours un peu des mêmes choses dans les podcasts, mais tu sais, à un moment, donc j'ai l'idée de cette boîte, je veux la monter, machin et tout, et je rencontre Loïc et il me dit tiens, je veux m'associer avec toi et compagnie. Et à un moment, je me dis bon, super. Mais attends, c'est bon, pourquoi j'aurais besoin d'un associé en fait ? J'allais te poser la question. Donc il veut s'associer avec moi, ok. Mais maintenant ça y est, moi je suis chaud, je veux monter la boîte, j'ai l'idée, je vais démarrer. Ça la valide juste en fait. L'idée, voilà. Quoi. Pourquoi je m'associerais avec un mec ? Et à l'époque, pour te dire que j'y connais tellement rien en boîte, que du coup j'appelle mon prof de UTC, Joseph Orlinski, que je cite souvent dans les podcasts parce que en fait c'était mon prof de création d'entreprise. Il y a des UV. Il est quand même business. Ouais, bien sûr. Ah bah j'ai pas appelé mécanique des fluides. Ouais, mon prof d'anglais. Non, c'est un mec qui s'occupait d'une UV qui s'appelait GE15, voilà, pour pas la citer, qui était effectivement à création d'entreprise. Et évidemment, moi j'avais adoré ses cours. Un mec passionné, qui avait toujours envie de te lancer dans les business, qui nous poussait d'ailleurs à dire mais les mecs, montez des boîtes. Parce que toi, t'as 20 ans, 21 ans, tu sais même pas ce que c'est. Tu veux juste avoir son diplôme, mais c'est un mec qui nous bousculait. Et moi, il m'a titillé, et donc je l'appelle, je me rappelle, et je lui dis bon, voilà, j'ai ma boîte, machin, j'ai envie de me lancer, mais je me pose la question, est-ce que je m'associe avec ce mec, voilà, qui est bon, hein, qui va m'aider, mais maintenant je peux être tout seul. Et il m'a dit mais attends. Qu'est-ce que tu veux ? 100% d'une boîte qui vaut pas grand-chose ou 60% d'une boîte qui va cartonner ? Pourquoi ça va cartonner ? Parce que tu vas pas être tout seul. Déjà, c'est un mec qui a 10 ans de plus que toi, qui a de l'expérience, qui va te pousser. Je veux dire, ta boîte, elle va valoir 10 fois plus. Donc, vaut mieux avoir 60% d'une boîte qui vaut quelque chose que 100% tout seul. En plus, tout seul, du coup, tu as la solitude de l'entrepreneur, tu vas poser des questions, tu sauras pas qui est son nez. T'as trouvé ce mec-là qui est un peu ton mentor, mais associe-toi avec lui, mais sans débat. Ok.
J'ai raccroché, j'ai appelé Loïc, j'ai dit allez, 60-40, on va à la banque déposer le capital. Et donc voilà, donc toi c'est lui qui m'a dit ça, mais parce que je me suis posé la question à un moment, Yacine, effectivement, est-ce que je dois m'associer? Et c'est sûr que c'était une bonne idée. Pourquoi c'était une bonne idée? Parce que 4 ans plus tard, Loïc, lui, sa boîte à côté, elle a explosé. Côté sur Alternext, il a levé de l'argent, super et tout. Moi, ma boîte, elle a pas mal fonctionné aussi. Ouais, pas mal, parce qu'on a une dizaine de collaborateurs, machin et tout. Puis, et juste à ce moment-là, tu vois, où je me dis, tiens, je vais peut-être récupérer mes 40%, puisqu'on bosse plus ensemble, il est parti. Et donc, je vais voir Loïc et je lui dis, bah tiens, je me rappelle au café rue Colincourt, qui s'appelait chez Ginette de la Côte d'Azur. Et je vais le voir et je lui dis, bah tiens, Loïc, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te racheter tes 40%. Mais t'imagines à quel point j'étais vraiment un enfant, parce que moi j'y vais en disant, tiens, je vais racheter tes 40%, je te fais un chèque et tout. Et puis il n'y a même pas de prix, j'ai même pas d'idée. J'allais te demander. J'y vais vraiment comme, je sais pas, et un enfant qui va voir son père et qui dit un truc, quoi, tu vois. Et il me dit, ah non, ça m'embête, non, laisse-moi réfléchir, non, on va pas faire ça, c'est débile, on va pas se séparer, non, laisse-moi réfléchir. Bon, il revient une semaine plus tard, il me propose d'aller déjeuner au bistrot des Dames, rue des Dames, dans un petit jardin. Et étonnamment, ce jour-là, quand j'y vais, je ne sais pas pourquoi, mais alors moi, je n'ai jamais mal à la tête. Là, j'ai une migraine. Je ne sais pas pourquoi j'ai la migraine. Okay. Ce qui m'arrive jamais. Et jamais, j'y vais et il me dit, bon, alors on va fêter quelque chose, on se prend une coupe de champagne. Et je me rappellerai toujours, parce que boire une coupe de champagne quand tu as la migraine, c'est le dernier truc que tu as envie de faire. À midi, ouais. En plus, à midi. Mais bon, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais tremper les lèvres. De toute façon, je vais pas dire non, je vais pas faire le relou. J'ai l'impression qu'il m'invite dans un resto sympa, à côté du petit Bouddha, bistrot des Dames et tout. Donc, puis il y a un truc à fêter, c'est quoi? Je sais pas, mais dans le doute, je vais prendre la coupe, quoi. Tu vois. Donc je l'ai pris, je trempe les lèvres, je trinque avec lui, je fais un peu semblant de boire, machin et tout. Et il me dit, bon, alors écoute, j'ai bien réfléchi, c'est moi qui vais te racheter. Je vais te racheter 100% de ta boîte. Tu vas devenir directeur général du groupe et on va tout cartonner. Et je dis, ok. Donc il rachète tes 60%. Voilà. Et il me dit, et en plus j'ai pensé à un prix. Et il me tend sur un bout de papier, je me rappelle, je l'ai gardé dans mon portefeuille, mais tellement longtemps ce papier, comme une espèce de talisman à porte-bonheur, tu vois, où il me dit, voilà, ta boîte, je vais acheter tel montant. Et je vois quoi, le montant qu'il avait écrit sur le papier? Beaucoup d'argent. Alors, en tout cas, beaucoup d'argent pour quelqu'un qui a 29 ans à l'époque, ou 28 ans, j'ai 28 ans à l'époque, qui doit gagner 3 000 € par mois. C'est quoi, tu peux nous donner un ordre de grandeur? Ouais, la valorisation de la société, c'est plusieurs millions d'euros. Ouais, non, mais là, on parle de 2-3 millions ou de 500 millions. Bon, non, je pense pas à 500 millions à 10 collaborateurs. C'est plutôt 2-3 millions. Ouais, ok. Mais bon, 2-3 millions à 60%, c'est déjà ouais, pas voilà, mal, c'est incroyable. Surtout quand tu gagnes 3 000 € et que 4 ans avant, 5 ans avant, t'étais en coloc à ton école d'ingé, quoi. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Et surtout, en plus, non, mais au-delà de l'aspect financier, parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, putain, super, je peux m'acheter ma résidence principale, en gros. C'est ça, toi, donc, ce qui est génial, quand même, tu vois. Moi, j'étais toujours locataire. En effet, mais en plus, le projet d'être DG d'une boîte avec 200 collaborateurs, coté sur Alternext, avec... Ah ok, donc j'avais pas compris ça, je pensais qu'il te faisait DG mais de ta boîte. Non, ah non, ok, il te mettait dans le groupe. Et il me fait tout remonter, quoi. Il rachète ma boîte, et il me fait monter au groupe. Du coup, je deviens son bras droit, c'était le CEO, moi, DG, avec un salaire, pareil, il me fait un pont d'or sur le salaire. Donc, tu gagnais plus qu'aujourd'hui? Non. Non, ok. Non, je gagne plus aujourd'hui, mais pas beaucoup plus. Okay. J'aime bien parler d'argent. J'ai dit j'aime bien parler d'argent, tu nous as parlé d'argent au début. Ouais. Moi je veux des chiffres, mais mais je t'embête pas plus. Non, mais il n'y a pas de sujet, on pourra en parler, je pourrais tout vous dire à la fin, mais il faudra tout écouter. À la fin, voilà, on parlera de tous les chiffres de Superprof. Et donc, non, en plus, il me propose un projet incroyable, toi, de piloter avec lui une boîte, 200 personnes, côté sur Alternext, des rachats. On venait de racheter Société.com à Iliad. Enfin, tu vois, il y avait en plus un développement incroyable. Okay. Voilà. Mais. T'es resté combien de temps? Je suis resté 2 ans. Okay. J'ai fait 2 ans. J'ai juste. Attends, excuse-moi, parce que je vais perdre ma question, mais je trouve ça intéressant. Au début de cette boîte, t'as commencé en disant. En gros, quel est l'intérêt d'avoir 100% d'une boîte qui marche moyennement ou 60% d'une boîte? Et t'as pas dit qu'il marche, t'as dit qu'il va être valorisé à temps. Et aujourd'hui, tu nous parles de Superprof en nous disant que t'as pas vocation de revendre. Ouais, donc, est-ce que la vision était différente à l'époque et tu voulais en fait faire fructifier la valorisation de ta boîte pour la revendre derrière? Alors, je ne peux pas répondre à ces questions, je me rappelle plus du tout dans quelle vision tellement à mais quel c'est point... un mindset différent de quand t'as créé Superprof. Oui.
T'avais pas la vocation de faire un truc international, devenir leader du marché? Ah non. Bah alors, Superprof non plus. Non, en fait, c'est venu quand même en marchant. D'abord, je parlais à des Wilfried différents, j'ai l'impression. Non mais ouais, tu vois, j'essaie de me remettre, tu vois, il y a 28 ans, c'était il y a quand même un petit bout de temps. Quand j'ai monté la première société, j'avais pas d'ambition. Moi, l'ambition que j'avais, c'était d'être autonome, de me payer au moins la même chose que ce que je gagnais chez Ernst. Ça, c'était ma grosse ambition, tu vois. À l'époque, je devais gagner 3 000 € net, un truc comme ça. C'était ça mon ambition, de gagner 3 000 € net en étant indépendant. Donc, premier point. J'avais pas envie de la vendre, mais j'avais pas non plus envie de la garder. Enfin, tu vois, je me disais, bah tiens, j'ai monté ce truc-là, c'est chouette, ça grossit bien, j'ai envie de le développer, mais j'étais pas non plus super attaché. Donc, voilà. Et puis, ouais, j'avais pas beaucoup de sous, donc effectivement, là, quand il m'a fait la proposition d'achat, j'ai même pas hésité une seule seconde. Les montants étaient tellement gros que il n'y a pas de débat. C'est drôle parce que les gens comprennent, tu disais ça donc dans le podcast sur le panier, tu disais que même si tu commences à vendre un petit peu tes parts dès le départ auprès de VC, donc c'est vraiment de la vente en fait, tu cash out entre guillemets, même si tu réinvestis dans la boîte. Au début tu cash out pas tellement, mais non tu cash out pas, mais tu revends en tout cas une partie de tes parts. Tu dis que même si t'as pas vocation de revendre, en fait arrive un moment parce que les VC ont aussi des comptes à rendre auprès de leurs limited partners, et donc bien sûr. Là pour le coup du vrai cash out, revendre, tu dis qu'au bout d'un moment on va te ramener des offres sur la table que mais tu ne pourras pas refuser. Absolument. Je l'ai vécu. T'as refusé des offres pour Superprof? Non, on m'en a jamais fait. Ouais, mais en direct même. On n'est jamais venu te voir en te disant on veut te racheter ou... Non. Ok. Et des VC, t'en as refusé, j'imagine? J'ai jamais refusé de VC parce que j'ai jamais été beaucoup plus loin que de boire un café et de leur dire voilà, moi je suis très content comme ça, mais je pense à vous le jour où j'aurai envie de lever. Tu vois, je vais pas plus loin. Et tu dis jamais ou tu dis jamais? Non, je dis jamais. Jamais. Ok. Non, en fait, ce que j'essaie de dire, aujourd'hui, je suis vraiment effectivement très heureux. Je vis un rêve éveillé, donc j'ai pas envie de changer. Aujourd'hui, j'ai 100% de la société. C'est génial, c'est incroyable. J'ai de compte à rendre à personne. J'ai pas de VC, j'ai pas de sortie, y a pas de board. J'ai mon équipe de directeurs avec qui je fais des points réguliers, mais qui sont des potes. C'est le rêve éveillé, donc c'est génial. Mais un jour, il est possible que la concurrence s'intensifie, que des gens me tirent la bourre, ou que j'ai envie de faire des acquisitions qui sont plus grosses pour moi aux États-Unis ou dans d'autres pays. Sachant que vous avez déjà fait une quinzaine d'acquisitions. Ouais, on a acheté 15, ouais. Pas mal. Voilà, mais jamais aux États-Unis. Les États-Unis, j'ai encore rien acheté. La dernière fois que j'ai voulu acheter une boîte aux États-Unis que je pensais à ma portée, l'équivalent en Europe, je l'aurais payé 1 ou 2 millions d'euros. Et là, on m'a proposé 58. Donc, tu vois, millions. Donc, c'est un autre monde. C'est vraiment... Je pourrais te parler des États-Unis parce qu'on a mis 5 ans à faire $1 de chiffre d'affaires. On va arriver sur Superprof, on va prendre le temps de parler. Et vraiment, les US, c'est un marché exceptionnel, mais exceptionnellement dur. Et les montants ne sont rien à voir avec les montants européens. Mais ça pour te dire que non... Hier, j'étais au club Bootstrap. Il y avait une remise des prix. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un petit castor sur mon bureau en plus parce que j'ai eu la chance d'avoir le prix du bootstrapper de l'année, donc c'est-à-dire l'entreprise qui n'a pas levé d'argent, et voilà, donc j'ai eu cette petite récompense et donc j'ai gagné un castor. Mais je disais, bon, voilà les gars, on est tous, un entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un d'opportuniste et de quelqu'un qui va, pour le bien de sa société, prendre toutes les opportunités en fonction du marché et compagnie. Donc, quelqu'un qui dirait jamais, ça me semblerait complètement stupide, parce que aujourd'hui je te dirais jamais, mais dans 1 an, la concurrence, dans 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a un trou d'air, s'il y a une offre qui se passe sur la table, si je rencontre un VC, admettons, ou un associé, ou quelqu'un qui a envie de mettre au capital, qui est absolument fabuleux, et qu'il va faire énormément de bien à la société, bien sûr que je vais le faire rentrer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je ne suis qu'opportunité. Pas des portes, quoi. Ouais, qu'opportunité. Enfin, tu vois, je saisis les meilleures choses pour la société. Ok. Voilà. Non, mais très clair. Donc peut-être qu'un jour, effectivement, je te dis, écoute, on est en train de faire notre introduction en bourse. Peut-être qu'un jour, ce qui est la même chose, on est en train de faire monter un fonds parce qu'on est en train de marcher aux US. On peut imaginer 1 million de trucs. Très clair. Et du coup, on revient un petit peu parce que à chaque fois, on part un peu dans tous les sens, mais c'est de ma faute, je te rassure. Ouais, moi aussi. Ça veut dire que c'est une bonne conversation. Mais oui, tout à fait. C'est une conversation, c'est pas effectivement une interview. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Et d'ailleurs, si tu as des questions pour moi, n'hésite pas. Je suis pas sûr d'avoir des bonnes réponses, mais au moins, j'essaierai. Donc 2 ans après, tu quittes cette boîte. En fait, je reviens un petit peu à l'origine, qui est ta première boîte, puis Superprof. Il n'y avait pas les mêmes ambitions. Non.
Pourquoi tu as décidé Alors, de remonter une boîte ? Ouais. Dis-moi. Alors, Superprof, c'est pareil. Hein. Faut que tu imagines que l'ambition d'aujourd'hui, d'être un international, de dire que on va être le Airbnb du prof particulier et que on va gagner le fait d'être la plus grosse marketplace du monde en termes de profs et d'élèves. C'est venu au fur et à mesure. Moi, il faut que tu imagines que quand je lance Superprof, j'ai envie de faire une boîte internationale, ça c'est vrai. J'ai envie de faire le Airbnb du cours particulier, de prof particulier sur le concept. Mais je me dis, franchement, si cette boîte fait 1 million de chiffre d'affaires et que j'ai une dizaine de collaborateurs et que je suis très heureux et que je me paye un salaire d'ingénieur classique, j'aurais réussi. Tu vois, c'était ça mon ambition. Déjà, de faire 1 million de chiffre d'affaires, d'avoir une équipe heureuse, de m'amuser, de me payer un bon salaire correct d'ingénieur, tu vois. C'était parfait. Et en fait... Je parle beaucoup d'humain quand même. Hein. Avant, tu m'as parlé d'argent. Là, tu me parles d'humain. Il y a une corrélation entre les deux ? C'est les deux indicateurs que je regarde. 1, l'argent. 2, le bonheur humain. Ou dans l'autre sens. Tu vois. Mais vraiment. C'est les deux moteurs qui m'animent chez Superprof. Aussi bien chez tes clients, tes partenaires que tes employés, du coup. Mes collaborateurs, effectivement, c'est très important qu'ils soient heureux, donc je me nourris de leur bonheur. Donc c'est très important qu'ils soient bien. Moi, je peux pas travailler dans une boîte où on te tape dessus, c'est marche ou crève, il y a des licenciements, c'est tendu et tout. Je l'ai vu, j'ai bossé dans des boîtes comme ça, on a fait du rachat de sociétés. Et des sociétés, c'est dur, il y a certaines boîtes, moi j'ai instauré le monde des bisounours chez Superprof. On est tous très cool, quoi. On est en mode commando, on est une vraie team très soudée, on s'entraide, on fait... Comme au début on n'avait pas de budget, du coup il fallait faire feu de tout bois. Mon directeur général aujourd'hui, c'est mon premier collaborateur que j'ai recruté. Incroyable. Mon directeur artistique aujourd'hui, c'est le freelance qui avait fait la première maquette de Superprof. Mon CTO, c'est celui qui était freelance pour la première maquette de Superprof. Tu vois, je garde tout le monde. En fait, si tu veux, c'est l'arche de Noé qui avance. Et je crois en plus que si on s'entend super bien, en fait, s'il y a une super bonne ambiance, bienveillance et compagnie, on va être super performant. La performance naît de la bienveillance. Et tu saurais dire, avec toute l'humilité qu'on te connaît, pourquoi ils te suivent en passant de freelance où ils prennent un ticket parce qu'ils te font leur mission à je rejoins une start-up qui fait pas beaucoup de CA au début, etc. Ouais. Alors pourquoi ils me rejoignent ? J'imagine d'abord pour le projet. Les gens qui sont là sont très heureux. Alors attends, c'est pas la seule raison, hein, c'est pas l'unique raison. Mais t'as dit la première. Je pense. Mais après tu feras l'ordre, tu referas l'ordre. Mais la première raison, je pense que c'est ça quand même. Ils sont tous animés par le fait de bosser dans une boîte à impact. Tu vois. Moi, il y a plein de gens, si tu leur disais demain on va se mettre à vendre des choses en gagnant plus d'argent, des objets, ils diraient non. Tu vois. Donc non, ils sont contents de bosser là-dedans, dans cette boîte. Premier point. Et deuxième point, parce que je passe beaucoup de temps, je les aime énormément. Et j'ai beaucoup d'attention pour mes collaborateurs. Donc, je prends beaucoup soin d'eux. Et donc, je pense que je les mets dans un environnement très bénéfique pour eux. Voilà, ils ont des challenges, mais ils n'ont pas de pression. En tout cas, c'est de la pression positive. Je leur laisse des temps de respiration. J'essaie d'être aux petits soins pour eux. Je suis pas quelqu'un qui m'emporte, je m'énerve jamais. Je suis pas colérique. Je prends sur moi. Qu'importe les problèmes à la maison, qu'importe les problèmes à l'extérieur, je franchis les bureaux. Tout va bien, j'ai le grand sourire et je m'occupe de mes collaborateurs et je prends le temps de les écouter. Je me plains jamais. Et voilà, donc je les mets dans une ambiance très bonne pour travailler sur une mission intéressante. Et c'est pour ça qu'ils ont envie de continuer l'aventure. Et j'ai fait ça à mon premier collaborateur, mon deuxième, mon troisième. Puis mon premier collaborateur a fait ça à un autre collaborateur. Et par capillarité, en fait, on a réussi à effectivement créer une petite famille de gens chez Superprof qui fait que pendant les 7 premières années, c'est-à-dire juste avant le Covid, il n'y a eu aucun départ chez Superprof. Tout le monde ne rêve que de rester chez Superprof, quoi. Je t'entends parler et je suis très content avec mon podcast, donc je dis pas que je vais apply demain, mais je te trouve passionné dans ce que tu fais et je trouve que par les émotions et la vision aussi, on arrive à galvaniser les gens, à les convaincre. Oui, c'est sûr. Notamment au début où je sais pas combien tu payais tes collaborateurs, où tu leur donnais peut-être des BSPCE, mais c'est ça. On va pas se mentir, quand tu es un premier employé d'une boîte, tu fais quand même un pari sur le fait que la boîte va grossir et que tu vas monter en compétences et avoir plus de responsabilités. Tu es sûr justement
alors aujourd'hui, peut-être que c'est Super Prof et en dessous Wilfried, mais t'es sûr qu'à l'époque, c'était pas Wilfried qui portait le projet qui a plus convaincu que Super Prof? Je m'en rappelle plus, Yacine, mais peut-être, bien sûr. Il évidemment. est vraiment trop humble, ce mec. Ça non, m'énerve. mais au début, vraiment, t'es obligé d'incarner la boîte, donc au début, Non, mais il y a l'humain et la culture, bien quoi, sûr, en fait. Ouais. Et t'es obligé que ça ne peut pas partir de chiffres ou de mots sur un papier, quoi. Au bout d'un moment, c'est. Ouais. Alors, il y a ça, puis la confiance aussi, puis le fait que quand je dis quelque chose, je le fais. Quand je dis qu'on va faire quelque chose ensemble, on le fait vraiment ensemble. C'est pas, j'utilise pas mes collaborateurs comme des sous-fifres. Tiens, fais ça, le grand patron. Moi, ça m'arriverait même pas, si tu veux, de dire tiens, un tel, fais-moi un café, par exemple. C'est impossible. Moi, mon café, je me le fais moi-même. Tu le fais pour moi aussi. Non, mais merci. tu vois, mais c'est un exemple à 2 balles. Non, mais oui, tu je vois vois ce que tu veux dire. Si les toilettes sont bouchées, c'est moi qui vais les déboucher. Je vais pas demander à quelqu'un de dire tiens, va les déboucher. Tu vois, et mes collaborateurs, ils aiment bien que je sois le premier à gérer les problèmes. C'est-à-dire que je ne refourgue pas les problèmes sur les autres parce que le CEO ne fait pas ça, tu vois. Ouais. Moi, je suis un collaborateur comme tout le monde. Je fais, voilà, chacun ses missions et chacun ses tâches, mais tu vois, et c'est ça. Et quand je disais à mes collaborateurs, voilà, moi, je m'engage aussi sur la durée avec toi. Aujourd'hui, je te paye pas bien parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de sous. Et je leur expliquais aussi, par exemple, pour mon collaborateur, le premier que je recrute, le premier CDI, déjà, je fais un CDI, je fais pas un CDD. Alors que, franchement, Yacine, on gagnait 0, je me payais pas, je gagnais 0 avec cette société. 27 € quand même. Ouais, non, c'est du chiffre d'affaires. Non, on faisait du chiffre, mais mon étiez chiffre, pas rentable, quoi. Ah ben, on était rentable pour payer mon prestataire, mes serveurs et mon collaborateur, mais pas assez pour moi me payer. Bref, mais peu importe, c'est comme ça. Mais toi, j'expliquais, c'est-à-dire que je disais voilà, tu vas gagner tant. Tu vas être en CDI, c'est un petit salaire au début, mais il y aura une rapide progression, il y a des perspectives d'évolution. Je pense qu'il ne s'est pas trompé parce qu'aujourd'hui, il doit gagner 4 fois le salaire qu'il avait quand il a commencé. Et Camille est directeur général d'une boîte de 200 personnes. Donc, tu vois, et il a 30 ans ou 31 ans. Donc, je pense qu'il a fait un bon pari, parce que c'est quand même chouette d'avoir fait ça. Et ça, je lui avais dit au début. Et pareil, j'avais fait un CDI, j'avais fait et pas un CDD parce que je lui ai dit, voilà, on s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que toi, t'as un petit salaire, mais par contre, sur la durée, ça va payer, quoi. Et moi, je veux que tu restes. C'est un gage de confiance. Et à chaque fois que je lui disais quelque chose, eh bien, je le tenais, tu vois. Et donc, de proche en proche, en fait, si tu veux, c'est ouais, les gens restent, les gens sont galvanisés, ils se rendent compte qu'il y a des perspectives. Du coup, s'il y a des perspectives, t'as envie de te dépasser, t'as envie de faire encore mieux, et ainsi de suite. Et puis c'est galvanisant. Donc les gens étaient galvanisés par le projet parce qu'ils se disaient, putain, c'est un Eldorado, il y a le monde à conquérir. Putain, mais si je suis là au bon moment, et donc je vais tout cartonner, quoi. Et même si au début, effectivement, la rémunération n'est pas celle que je pourrais avoir dans une autre boîte, il y a tellement des trucs à conquérir que putain, mais je vais monter mon équipe, je vais être manager, je vais être directeur, tu vois. Et effectivement, moi j'ai eu des managers, j'ai eu une patronne qui malheureusement est partie juste après le Covid parce qu'elle avait un grand projet en Australie. Puis c'est une fille tellement forte que en fait, c'était au bout d'un moment, c'est pas possible de la retenir, mais qui à 24 ans pilotait, je sais pas, 40 personnes dans la boîte, quoi. Incroyable. Je t'en ai parlé un peu en off. Je t'ai dit que j'avais des petites quotes et celle-ci, elle est parfaite. Je remets un peu le contexte. On fait notre premier call. Ouais. Déjà, tu te souviens ce que tu faisais pendant notre premier call ? Je m'en souviens. Ouais. J'ai essayé d'être discret, mais tu m'as grillé. Ah bah donc, déjà, tu me parles et j'entends... Je me dis... Que fait-il ? Je te dis je te dis mais tu cours ? Tu fais quoi ? Il me dit ouais, je fais mon footing. Donc voilà, donc Wilfried, quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps. Déjà moi j'ai la flemme de faire un footing. Toi tu te dis je vais rentabiliser le temps. Donc, ouais, moi j'ai trouvé ça super drôle. Alors c'est pas rentabiliser le temps parce que j'étais content de te discuter avec toi. Bah, toi c'est Non mais je vois plus le temps. Tu sais, je fais un footing et du coup je peux faire plein de choses en fait en même temps. Mais moi je passe mes calls en footing. Y a pas de problème. Je suis parce que je cours lentement, je suis à la cool et puis je cours tous les week-ends, je fais 20 km par semaine, donc voilà, j'ai l'habitude. Donc si tu réduis un peu in shape. Si tu réduis un peu ta vitesse, tu peux parler tranquillement, quoi. Donc, bon, tu m'as dit plusieurs choses. Tu m'as dit une chose qui est assez, comment dire, j'allais dire d'actualité, mais surtout intéressante vu tout ce qu'on dit et qui est très paradoxal par rapport à tout ce qu'on dit. T'as dit, moi je suis un très mauvais gestionnaire. Peux-tu commenter ? Mais c'est pas faux. C'est pas faux parce que, en fait, moi, je ne sais
Alors, je ne sais pas faire de gestion parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est toujours la même chose. C'est quoi de la gestion ? La gestion, c'est de l'optimisation de choses existantes pour moi. C'est-à-dire que voilà, tu as un existant et puis du coup, tu dis tiens, je vais faire un petit peu plus de chiffre d'affaires, un petit peu moins de dépenses. Tiens, je vais optimiser ce petit truc-là, puis à la fin, voilà, ça va faire un petit delta en plus. Je vais faire un peu plus de résultats, je vais faire voilà. Voilà. Donc c'est ça pour moi la gestion. Et puis la gestion, c'est les trucs récurrents, c'est-à-dire tous les mois, dire à la comptable de faire la déclaration de TVA, de gérer tes équipes. Moi, j'aime pas faire ça. Moi, j'aime pas gérer. Moi, je préfère être en conquête. La conquête, c'est fabuleux. La conquête, c'est tu pars à l'aventure avec ton équipe, tu la galvanises et tu pars avec une certaine somme d'argent en te disant voilà, j'ai 1/10 du budget pour faire ce que j'ai envie, mais j'ai une équipe de killers et on va y arriver. Ça j'aime bien, tu vois. C'est le challenge ? Ouais, c'est le challenge. Ça, et la gestion, c'est moins challengeant, c'est plus la gestion, t'apprends moins, c'est-à-dire que t'optimises. Moi, ça correspond à ça, tu vois, c'est l'optimisation. Je suis sûr que t'en as des gestionnaires. Bien sûr, il m'en faut. Il faut des gestionnaires, il faut des gestionnaires internes. Je sais pas ta c'est nature. Surtout pas moi qui le fais. Moi, je suis quelqu'un de très dépensier. Moi, si tu me proposes des projets incroyables, des acquisitions extraordinaires, des boîtes à racheter, des trucs à faire, je suis toujours partant. Je suis le yes man, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, on a fait notre campagne Buzzman. Donc Buzzman, c'était le choix de mon directeur artistique. C'était pour lui la meilleure agence. Ouais. Et il faut que tu imagines quand même, c'est 3 millions de budget. Nous, on avait 3 millions que vous avez pris pour. J'allais te demander. Ouais, okay. Avec l'achat d'espace et compagnie, tout compris. Ok. C'est quoi ? C'est le métro ou le. Non, c'est la télé qui coûte le plus cher. Ouais, c'est la télé. La télé, ouais. C'est le spot TF1 le dimanche soir. Les 23 secondes, c'est 25 000 €. Donc oui, ça va très très vite. Mais ça rejoint. T'as dit, je veux cramer et aller chercher les étoiles. Mais oui, c'est oui. Alors, heureusement que je prends des notes. Hein, alors, je savais pas que tu prenais des notes, donc j'aurais peut-être été plus. Attends, j'en ai d'autres. Mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est-à-dire que cramer, alors. On s'entend, mais en tout cas dépenser, j'aime bien dépenser parce que j'ai envie de faire des acquisitions. C'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui, on a fêté notre 15e acquisition cet été en rachetant une boîte anglaise. Mais on achète très fort, on achète très cher, c'est pas grave, on gagne du temps, la négociation c'est des trucs chiants. Moi j'ai acheté une boîte en France, quelprof.com, en buvant un café, le mec me dit un prix, je lui tends la main, je dis banco, on signe, j'ai même pas négocié 1 €. Et le soir même, il avait sa LOI chez son avocat, et puis voilà, on a signé 2 semaines plus tard. Tu vois, cool. J'ai même pas cherché à négocier parce que c'est une perte de temps, et ce temps, en fait, en attendant, tu le fais pas, et puis le deal peut t'échapper. Donc moi, j'achète cher, j'achète vite, et on passe à autre chose. Et le Wilfried perso ? Ouais. Est-ce qu'il investit... Enfin, je déteste les gens qui parlent à la troisième personne, à son interlocuteur. Mais est-ce que toi, est-ce que toi, à titre perso, t'es dépensier ou à l'inverse, tu gardes ton argent et tu préfères l'investir dans de la pierre ou autre, hein, d'ailleurs ? Ouais. Alors, je pense que je suis très dépensier, surtout pour faire des cadeaux aux autres. Ça, j'aime beaucoup faire des beaux cadeaux. Putain, j'aimerais bien être dans ta famille, là, c'est Noël. Dit-il, alors que c'est lui qui voulait prendre le cadeau de ma sœur. Il a dit, c'est pour moi. Non, il me met un appareil raclette dans les mains sous le micro. Donc je me dis, bien, merci, c'est sympa. Quoi. C'est pour 2, hein, donc tu vas pas aller bien loin. C'est vraiment à dimension de mon appart. Mais ok, donc ouais, t'es plutôt dépensier. Ouais, je pense que je suis dépensier pour les autres. J'adore faire des énormes cadeaux. Ça me plaît. Surtout à mon petit fiston, hein, évidemment. Tu lui offres quoi à Noël ? Je le dis pas. Ah non, ça sera sorti après ? Oui, ça sera sorti après. Le bateau Playmobil pirate. Le bateau pirate de Playmobil. Okay. Voilà, il aura également une petite montre. Ok. Voilà. Tu poses les bases de l'ingénierie là pour le bateau ? Ouais, non, parce qu'il adore Playmobil. Playmobil, c'est génial. On passe des heures et des heures à construire. En fait, c'est Team Lego, Team Playmobil. Moi, j'étais assez Team Lego. Moi, j'étais plus Lego, ouais, moi aussi. Star Wars, etc. J'adore, mais écoute, Playmobil, c'est incroyable. Okay. Ils ont maintenant un niveau de détail, des petits trucs, c'est fou. C'est encore plus précis, c'est encore plus marrant, je trouve. Donc voilà, nous on est parti sur le Playmobil. Trop cool. Bon, voilà. Mais on passera peut-être au Lego. Attention, c'est pas dogmatique, hein, mais t'inquiète. Voilà. Et et plein de petites surprises. Et beaucoup de livres aussi, beaucoup de livres. J'adore acheter des livres à mon fils Olympe. Et il y a des livres incroyables. Voilà. Donc bref. Donc non. Et après, non, placement, je ne place pas du tout mon argent. Je déteste placer de l'argent dans des
la bourse ou les trucs comme ça, je ne place en rien. J'ai juste, quand j'ai de l'argent et j'en ai pas beaucoup, donc c'est placé sur mon livret A, sur des petits livrets et compagnie. Et après, par contre, c'est vrai que moi j'ai bien aimé aussi investir dans la pierre. Ça, c'est quelque chose dans lequel je crois. Donc à un moment, je m'étais mis dans la tête d'acheter des appartements, de les refaire et de les louer. Donc j'ai fait ça et je garde toujours mes appartements. Ça, c'est des trucs cool. qui tournent tout seuls. Exactement. En fait, la location, tu rembourses ton crédit. Donc dans 20 ans, bah oui, le truc sera payé. Et qu'est-ce que j'en ferai à l'époque ? Est-ce que je le relouerai ? Probablement, ça me fera ma retraite. Mais oui, ça j'aime bien. Cadeau de Noël. Ouais. Ça j'aime bien, l'investissement dans la pierre. Okay. Mais pas du tout les actions, les bourses, le bitcoin, mais jamais. Les startups, tout simplement. Ah, pas du tout. Non, j'ai pas le temps. Pas du tout non plus. J'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps, je suis 100% focus super prof. Je ne fais que du super prof. Je ne travaille que pour super prof. J'ai pas le temps de faire autre chose. Okay. Et en plus, l'investissement, je ne saurais pas faire. Je pense que je serais un très mauvais investisseur. Parce que, c'est-à-dire que je mettrais de l'argent quelque part et j'aurais qu'une seule chose j'aurais vachement envie de faire les choses. Moi, je suis quelqu'un qui fabrique, donc si l'entrepreneur dans lequel j'ai investi, je le trouve sympa, je trouve la boîte sympa, et ben j'aurais qu'une envie, c'est de bosser avec lui dire de faire ça. Et donc ça marcherait pas parce qu'à un moment il faut, je pense, laisser la liberté à l'entrepreneur. Et moi, je vois bien, je suis pas patient, j'ai ma méthodologie de travail qui plaît à mes équipes parce que effectivement, je suis le moteur, on va dire, de la croissance avec mes équipes. Mais tu vois, j'ai ma méthodologie de travail. Donc là, un mec en face qui est patron aussi, si je commençais à avoir la même méthodologie, c'est-à-dire dire, il faudrait faire ci, il faut faire ça, tiens, on y va, on fait là, on fait ci, vas-y, sois plus ambitieux, on rachète, on fait ça. Bah, ça marche pour moi et mes équipes, mais un autre en face, il dirait mais non, mais attends, je suis pas comme ça, je suis sur un autre rythme, ou j'ai envie plutôt de faire ça, non, c'est moi qui prends la décision. Enfin, ça serait horrible. Je pense que j'arriverais pas à me calmer parce que je serais super excité, comme je le suis souvent lorsqu'un projet me plaît. Donc voilà. Donc avec les tripes. Je suis pas un sleeping partner. Voilà, moi par contre, je veux bien te donner tous les conseils, discuter avec toi, être ton sparring partner sur des trucs. Mais après, voilà, j'investis pas. Non, j'investis pas dans les startups. Non, mais c'est bien, je trouve. Ça permet aussi je dis c'est bien, je suis pas là pour juger, mais ça permet en fait de remettre un peu en perspective ce que tu nous disais au début où tu dis j'aime l'argent, j'aime les gens. Mais j'ai l'impression que ta vision de l'argent et de le fructifier, c'est que, entre guillemets, sous certaines conditions, qui est de créer de la valeur qui n'est pas justement, comme tu dis, de l'argent. Exactement. Alors, mais voilà, dans exactement. 2 ans, 5 ans. Et l'argent, je crois que c'est avec le travail. Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent. L'argent te permet de réinvestir et compagnie. Et encore une fois, quand je te disais j'aime l'argent, en fait, j'aime pas l'argent, j'aime gagner de l'argent. Tu vois, c'est un peu. T'aimes créer de la valeur. Voilà, et pour la société, pour que la société puisse rêver plus grand, tu vois. Et voilà, et avoir plus de collaborateurs, et faire des encore plus beaux bureaux, racheter des plus grosses sociétés, et puis se sécuriser, avoir de la trésorerie, tu vois, c'est être plus costaud, plus fort. Bah, tout ça, ça passe effectivement par du gain, de la croissance. Et donc les deux indicateurs, l'indicateur que je regarde moi tous les jours, c'est la croissance de mon chiffre d'affaires et du nombre de clients aussi, des élèves aussi. C'est les deux indicateurs que je regarde tous les matins. Combien on a fait de croissance par rapport à l'année dernière, le même jour, et est-ce qu'on est au-dessus de 50%. Au-dessus de 50%, je suis détendu. En dessous de 50%, alors que tu es quand même en croissance. Il faut se bouger. On est jeudi 8 décembre, tu peux nous donner les chiffres de ce matin ? Ouais, on est sur un 65% de croissance. Et hier, on a fait... De CA. Ouais, on a fait par 106 000 rapport euros. à l'année dernière. Okay. 106 000. 106 000. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a fait 106 000. C'est rare, d'habitude on fait un truc... Mais là, on a fait... Voilà, c'est pour ça que je m'en rappelle. Mais enfin, je pourrais dire celui de la veille. On fait 104 et quelques, là, j'ai oublié les... et on était sur un 55% de croissance, donc... Ouais, non, on est bien. Là, sur les... on est bien. Que ce soit prof ou étudiant. Hier, je crois que... Alors, je regarde la croissance en France, principalement, sur les élèves, et je crois, de mémoire, hier, on a dû faire 1200 clients. Ah oui, ok, je crois que tu allais me dire 1200%, j'aurais été non, pas mal. Ok. Ah ouais. Bon. Avec en France, en ce moment, on est sur une croissance de chiffre d'affaires de à peu près 40% et une croissance de nouveaux clients de 25-30%. À peu près. On va quand même prendre un petit peu le temps. Ça te va ? T'es pas pressé ? Je suis pas du tout pressé. Ok, parce que bon, en c'est général, juste, je m'arrête à 1h. Mais... Ouais, non. À 18h, je suis avec Mathieu Stéphanie, on enregistre un live, mais... Ah, trop drôle. Voilà. Ah, mais si, j'ai vu l'event. J'ai le temps, exactement. Ouais, voilà. Bon, ça va, il est 17h, 16h18. Oui, donc tu vois, je te prends encore 15 minutes max. On est relax, quoi. Ah non, mais j'ai tout mon temps. Mathieu Steph, sûrement, n'a pas eu cette opportunité, moi non plus, mais je crois savoir qu'il y a des employés qui t'ont vu à poil.
Oui, eh oui. Allez, Alors, c'est raconte-nous pas tout tout ça. à fait, c'est pas tout ça, c'est la légende qui dit ça, mais c'est pas faux en fait, parce que pour te dire, en fait, quand j'ai créé la boîte, encore une fois, je te disais, voilà, moi, si je fais une boîte d'1 million de chiffre d'affaires, on est vaguement à l'international, on est une dizaine de collaborateurs, et je gagne un salaire d'ingénieur classique. Si je me paye 4 000 euros, bah, mais je suis le plus heureux du monde. Tu vois, je suis parti avec cette ambition-là. Et puis, eh bien, écoute, voilà, on fait 27 euros de chiffre d'affaires, 6 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois de Super Prof. Mhm. Voilà, et puis ça grossit. Je rachète, tu sais, enfin, je m'associe avec mon principal concurrent. C'est comme ça que je trouve mon associé d'amour, Yann, puisque c'est mon concurrent principal, et que du coup, je rachète en part sociale, il devient associé. Et donc, voilà, et ça grossit, mais au bout d'un moment, je te dis, voilà, je sais pas, on devait faire peut-être 2 000 euros de chiffre d'affaires par jour, 1 500 euros, et je dis, comme ça, on me dit, mais le jour où on fera 5 000 euros en une journée, donc t'imagines que, et là je te dis les chiffres d'hier, c'est 106 000. Ouais, bah, je sais. Mais à une époque, mais donc c'était il y a 9 ans, hein, donc c'était tout au début, si on fait 5 000 euros, je viendrai à poil au bureau. Mais à l'époque, il n'y a que des mecs au bureau, on était en train de boire une bière, c'était marrant, et donc ils ont retenu, il va venir à poil au bureau. C'était un peu le défi. Bon. Ça a pris combien de temps avant de... Attends, déjà, Ouais. du lancement aux 2000 par jour, ça a pris combien de temps? Hop, faudrait que je regarde, mais 1 an et demi, 18 mois, je pense. Et de cette bière à Ouais. 5000 par jour, Ouais, ça a pris peut-être, combien de temps? 2 ans plus tard. Ok. 2 ans plus tard. Donc au début, c'est une croissance qui est, comment dire, Bah, plus lente, et d'un coup ça boom, ou ça se passe ouais, comment? alors, ouais. En fait, tout de suite, la croissance a été bonne parce qu'on part de zéro. C'est toujours, tu vois, C'est toujours plus ça. ouais, quand tu fais 1000 balles, effectivement, tu fais 100% de croissance. Ouais, t'as fait 2000, quoi. Donc, tu vois, donc c'est facile de faire 100% de croissance au début. En fait, ce qui est plus dur, c'est avec les gros chiffres. Mais donc, la croissance, non, elle a toujours été là. Sauf que, on a vraiment jumpé, en fait, quand je me suis associé avec Yann. Parce que du coup, j'ai récupéré le leader du cours particulier en France. Et d'un seul coup, Super Prof, qui était un moteur intelligent, une chose bien faite pour Google, avec une algorithmie assez maligne pour trier les professeurs et mettre en relation les élèves avec les bons profs et compagnie. D'un seul coup, quand on lui a mis dans l'algorithme 180 000 annonces de profs à trier, là, si tu veux, l'algorithme, il est devenu fou, il a fait un travail fabuleux, et puis tout ce que j'avais pensé, en fait, a pu être mis en place avec la data, parce qu'avant, il manquait cruellement de data, et donc d'un seul coup, on était positionné du trafic, donc là, ça a vraiment explosé, si tu veux, avec le rachat de ce site-là. Et après, effectivement, la croissance a continué. Et Wilfried à poil. Et donc Wilfried à poil, tu vas voir, j'ai quand même courageux, mais pas téméraire, parce que entre temps, effectivement, donc je l'ai dit, on était 3 mecs, 4 mecs, on avait dit ça avec mon associé était déjà là à l'époque. Il était revenu du tour du monde, parce que tu sais, je me suis associé avec un mec qui m'a dit ok, on s'associe, mais la semaine prochaine je pars 1 an autour du monde. Bon, j'espère que je pourrai venir bosser en rentrant. Et je lui ai dit, bah moi aussi, mais tu sais, je sais pas si je pourrais te payer, quoi. On verra, bisous. Et hop, il s'est cassé en Colombie. Et j'ai pas entendu parler de lui pendant 1 an. Et 1 an plus tard, il est revenu, il me dit, bon, c'est bon, on peut manger. Mais je dis, mais bien sûr, mais dépêche-toi de venir, on t'attend, quoi. Et donc voilà. Trop drôle. Mais pendant 1 an, je l'ai pas vu. Et donc voilà, et donc j'avais twisté, parce qu'effectivement au début on est 3-4 mecs, c'est rigolo, tu te balances ça comme ça à la cantonade, et puis après il y avait des jeunes femmes qui étaient au bureau, dont notamment cette fille qui était absolument incroyable, et donc j'avais twisté le truc en disant, bon, le jour où ça arrive, je viendrai en slip au bureau, déjà plus smooth, quoi, tu vois, plus acceptable. Et t'es venu en quoi. slip? Et je suis venu en slip au bureau, effectivement. Un matin, je suis arrivé très tôt, je suis arrivé à 8h au bureau, j'avais acheté un slip American Apparel, tu sais, les beaux slips là, je me demande si c'était pas rouge avec l'élastique blanc, beau slip, voilà. Et je me suis déshabillé, j'ai ma petite chemise par-dessus comme ça et tout, et quand les gens sont arrivés, je dis bah voilà, je l'ai fait. Je me suis montré, je me suis vite habillé quand même, voilà, parce que je dois tenir mes promesses. J'aurais bien imaginé là. Je dois tenir mes promesses. Mais je sapin en plein milieu. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que à l'époque, c'était des choses qu'on pouvait faire parce qu'on était une toute petite équipe. Maintenant, c'est un truc que je n'oserais plus du tout faire parce que il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a des sensibilités, ça et tout. Donc voilà, c'est des trucs. Puis voilà, on doit quand même, on a une espèce de, voilà, on doit montrer l'exemple. Tu vois, à l'époque, bah oui, c'est Yacine, mais si, c'est oui. C'est pas le rôle d'un gestionnaire, ça, que tu n'es pas justement. Non. Bon, et si on avance un tout petit peu, j'avais une autre question qui était quoi? Ah oui, je voulais parler de ton associé. Alors je sais pas lequel, mais tu m'as dit que tu avais racheté. Yann. Donc c'est Yann, du coup. Ouais, Tu absolument. lui as racheté ses parts. Comment ça s'est passé?
Et ouais. Eh ben, ça s'est bien passé. Ok. Ça s'est bien passé parce que... Quel était l'enjeu? C'est-à-dire que toi aussi, sur ta première boîte, l'intérêt c'était aussi d'être associé avec quelqu'un, d'avoir, ouais. tu sais, même pas qu'un support émotionnel, avoir Ouais, aussi mais si. Ouais, sparring différents partner, sons de ouais, cloche, exactement, ouais, etc. tout à fait. Un mentor. Mon Ouais, premier ouais. associé, c'était vraiment mon mentor. C'est-à-dire que on avait une différence de maturité qui était significative. Ouais, il avait, 10 ans de plus que toi, voilà, c'est et normal. surtout, il avait fait plein de trucs. Il avait monté des boîtes et tout. Moi, j'en avais jamais monté, donc j'étais vraiment un bébé. Donc voilà, maturité. Voilà. Yann, bah écoute, ça s'est bien passé. En fait, si tu veux, c'est un projet de vie. Si tu veux, on a fait 7 ans ensemble. Voilà, on a fait les 400 coups, on a acheté des boîtes, on est parti à l'étranger, on a tout fait. On a créé la boîte de fond en comble. Alors c'est marrant parce que c'est un peu mon double lumière. C'est-à-dire que Yann, moi, quand je le rencontre, si tu veux, je rencontre un mec qui a fait l'école d'ingénieur comme moi, qui est passionné d'éducation et qui a monté un site de cours particuliers. Et qui bosse dans le conseil, qui a commencé, alors lui il a fait 5-6 ans dans le conseil, moi j'avais fait 4 ans, mais j'ai fait KPMG Ernst & Young, et lui il était chez Capgemini pareil en mission de conseil sur les systèmes d'information. Ok. Donc je me dis putain, je rencontre un mec qui a fait les mêmes études, qui a fait le même parcours professionnel du début et qui a monté un site et qui veut faire un site de cours particulier. Bon bref, donc tu vois un peu Tu les mon double. voyais en vert, ouais. Voilà. Mais oui, mon double, mais du coup c'est peut-être pour ça qu'on s'est... Et en plus qui adore le SEO. C'est-à-dire que moi, Ok, j'ai donc construit le référencement. Superprof pour faire du référencement, et lui, c'était une star en référencement. Et donc, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a matché au début. On parlait vachement RefNat, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai réussi à le séduire, parce qu'il Ouais. a vu qu'on n'était pas des quiches. Parce que très vite, lui qui était archi premier sur toutes les requêtes concurrentielles, prof de maths, cours particulier d'anglais, apprendre à... C'était quoi son site, lui? Cherche cours. Cherche. Cherche cours. Ah ouais. Cherche-cours.com. Ok. Voilà, et donc très très bien référencé, 180 000 annonces, 6 ans d'ancienneté, d'antériorité chez Google, donc un beau trafic, et voilà. Mais il lui manquait 2-3 trucs, un modèle économique, il lui manquait une marque, il lui manquait un peu de marketing, et ça et tout. Et que moi j'avais créé une marque Superprof, un bébé marque, hein, tu vois, mais en tout cas il y avait un semblant d'idée de création de marque, il y avait un super UX design, il y avait un modèle économique intéressant qui faisait payer l'élève et non pas le professeur, alors que lui faisait payer le professeur, et donc il gagnait rien. Donc voilà, mais quand je rencontre mon associé Yann, effectivement, du coup, mon double, je me dis merde, est-ce que je m'associe avec un mec? Mais en fait, on s'est tellement bien entendu que lui, il voulait absolument s'associer, moi, je voulais absolument le racheter, mais si je m'associais pas, ça serait jamais fait. Donc on s'est associés et on a vécu 7 ans de bonheur absolu. Voilà, mais 7 ans plus tard, lui, il s'est marié, il a eu 2 enfants. Il veut partir à l'étranger travailler, voilà, donc il est parti un petit peu, et puis au bout d'un moment, il voulait carrément partir et plus revenir. Donc c'est compliqué quand tu es cofondateur d'une boîte de ne plus revenir du tout. Ouais. En gros. Ok. Voilà, donc il m'a dit voilà, j'ai envie de partir. Si je pars, j'en m'épare. Donc faut qu'on trouve un accord. Et donc du coup gentiment. Comment ça marche juste genre tu peux pas prendre l'argent de la boîte pour lui racheter ses parts à lui? Non, tu fais un. Alors C'est déjà, toi, t'as dû te faire un c'est prêt pas perso, le plus dur. C'est le plus dur en fait. C'est pas tellement de trouver les sous. On va dire, c'est de tomber d'accord sur un deal. Ok. Parce que c'est toujours comme ça. Comme Superprof n'a pas de valorisation vraiment extérieure, chacun peut Il partir va de son sa méthodologie, quoi. Bien sûr. Et la méthodologie de l'acheteur, Elle est évidemment, plus grosse, plus faible, et celui du vendeur, voilà. Grosse, bien Donc il faut sûr. se mettre d'accord sur la méthodologie de calcul. Et une fois que tu t'es mis sur la méthodologie de calcul, après tu fais du financement bancaire. La banque te prête de l'argent et tu rachètes les parts, quoi. Ok. Et juste, tu parlais, il y a 2 choses. Il y a tellement de sujets, on aurait pu parler, et on va parler juste un tout petit peu du business model aussi. Ouais. La data, en fait, je vais aussi inviter nos auditeurs à écouter les podcasts que tu as fait donc, avec Le Panier. Je pense que tu es passé aussi chez Génération Do It Yourself. Non, j'ai pas encore fait, je le réserve pour bientôt. pour je l'année sais prochaine. Que tu as fait vrai de vrai pendant 3h30. 4h15, tu veux 4h15. Ah ouais. Ils t'ont bien cuisiné. On les salue, les Flo Modia, ouais. Exact. Donc voilà, si c'est très business, je vous invite à aller aussi écouter ces podcasts. Par contre, il y a 2 choses dont je voudrais parler. Ouais. Tu as parlé de SEO, tu as parlé de nom de domaine. Je crois que tu as eu une galère au début avec le superprof.com. Bien sûr. Et la deuxième chose dont on va parler, c'est le business model. Ouais, écoute, un nom de domaine, c'est pareil. Moi, j'ai l'idée au début, je montais le Airbnb du prof particulier, donc j'ai le concept. Voilà, une grande communauté de professeurs, de confiance. Et on va les trier sur le volet, on va vérifier plein de choses et on va utiliser la communauté pour demander des recommandations, des évaluations, des notations sur les cours, sur les profs et sur les élèves. Donc voilà, donc ça c'est bon. Et mais j'ai pas de nom.
Et donc moi, j'avais envie d'en parler. Si tu as envie d'en parler à ta nana, tu as envie d'en parler à tes potes, Ouais, bien sûr. toi, tu as besoin de dire comment va s'appeler ton projet. Et j'ai pas de nom. Bon. Et je cherche jour et nuit. C'est-à-dire que je mouline tous les noms, les trucs. Je me rappelle plus ce que j'avais trouvé comme conneries, mais plein de trucs qui, bof. Des trucs en O, des trucs en A, des trucs en I, des trucs en Lili, des trucs en Léo. Enfin, bref, rien. Et un matin, je te promets, je me rappelle, j'habitais rue du Four aux Poissonnières. Fulgurance. Oh, super prof. Bien, super prof. C'est trop bien. Super prof. C'est bien. Pourquoi? Ça envoie l'image aux professeurs qui sont super. Donc, tu as envie de dire aux profs, venez chez nous, devenez un super prof. Et un super message aux élèves en disant, chez nous, c'est que des super profs. Donc, c'est vraiment top. Je trouve comme ça marche en anglais aussi. Ça marche en anglais. Le mot super est parfaitement international. Le mot super, ça fait super-héros. Je kiffe trop, quoi. Donc, je regarde, je vais sur pseudo.com, vérifier mes petits noms de domaine. Et le .com est pris. Et je me dis, mince, c'est pas possible. Mais après, je vois que le .fr n'est pas pris, le .es n'est pas pris, le .it n'est pas pris. Bon, je me dis, ça c'est pas mal. Mais par contre, si je démarre un projet, il me faut le .com absolument. Sinon, ça sert à rien. Si t'as pas le .com, pour moi, t'es rien. Donc, Et donc... il était chez qui, le .com? Je sais plus chez qui il était, mais il était cybersquatté par un Coréen. Je crois qu'il était chez One and One. Ça veut dire quoi, cybersquatté? Il y a quelqu'un qui l'avait acheté pour le revendre. D'accord. Tu vois. Vendu combien? Alors, il l'a vendu. D'abord, j'ai fait une première offre où je lui avais proposé, je crois, 100 €. Et il m'a répondu, moi, je ne vendrais pas en dessous de 25 000 $. Donc, voilà, on avait un petit gap de trucs. 24 900. Donc, exactement. Donc, là, voilà, exactement, j'ai monté. J'ai dit, je propose 200. Alors, lui, 24 900. Et ainsi de suite. Donc, et à un moment, je me suis dit, je vais faire tapis. Il me faut ce nom. Mais je pourrais pas payer plus, parce que moi je m'étais fixé un budget en fait pour monter le projet Superprof. J'avais fixé à peu près 30 000 € entre le freelance Presta qui va me faire le design, entre qui est mon DA aujourd'hui, qui est Michael, qui est juste derrière, mon Presta freelance qui va me faire le développement avec le cahier des charges que je vais faire. Ça va me coûter 30 000. Donc je peux pas prendre la totalité de mon budget pour acheter un nom de domaine. Ce serait complètement con. Donc je fais tapis, je me dis jusqu'à 5 000 € ou 5 000 $, je sais plus très bien ce que je fais comme offre, mais voilà, c'est le prix plancher que je peux avoir. Et coup de bol, il achète. Mais à l'époque... il est con, il passe de 25 à 5. Ouais, après il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. d'acheteurs. T'es bien passé de 100 à 5 000, donc... ça faisait, je sais pas, peut-être 10 ans qu'il l'avait, il n'a jamais vendu. Bon, là il y a quelqu'un qui frappe à sa porte pour acheter à 5 000. Ouais, bien sûr. Bon, c'est pas mal, quoi. Pas très liquide. Ouais, exactement, quoi. Donc... voilà, et donc ça m'a mis, c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que un bon invest, bon référencement. Meilleur. Non, mais pas que ça, parce que c'est bien, on a le .com, mais on a lancé les US avec, mais non, c'est surtout que ça m'a mis un énorme coup de pied aux fesses parce que avant, j'aurais pu procrastiner. Moi, je faisais un peu d'immobilier, j'avais gagné un petit peu d'argent avant, donc j'avais pas vraiment besoin de travailler pour gagner des sous. Et j'avais ce petit projet de cours particulier qui était sympa, mais bon, voilà, c'était à côté. Et là, en mettant en fait 5 000 € dans le nom de domaine, je me dis, ok, là, c'est beaucoup trop d'argent. Moi, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui va dépenser bêtement, et puis voilà, on s'en fout, on a cramé 5 000 balles et tout. Non. Si je dépense, je suis capable de dépenser beaucoup, mais dans un vrai but. Et là, du coup, ça m'a mis une pile, et donc j'ai développé, du coup, j'ai été beaucoup plus rapide pour développer le projet quand j'ai eu ce nom-là et quand j'ai dépensé 5 000. Donc voilà, et donc, je sais pas, 3-4 mois plus tard, depuis la plage de Biarritz, en août 2013, j'appuie sur un bouton, j'appelle mon développeur en disant, allez, c'est bon, pour moi, la dev, elle est bonne. Les données sont correctes, le RefNat est nickel, donc allez, on fait live. T'as dit quoi juste avant? Le RefNat? Le RefNat, le référencement naturel est nickel. Ah ok, d'accord. Voilà. J'avais pas le jargon. Non, mais excuse-moi, mais non, t'inquiète. J'essaye de démocratiser ce podcast. Ouais, mais référencement naturel, SEO, c'est la même chose en fait. Ouais. Bon, c'est juste en gros le fait que tu tapes des mots-clés, je sais pas, c'est prof particulier, voilà, etc. Et puis que du coup tes pages elles soient bien optimisées avec les bons mots-clés, les bonnes balises. Quand tu tapes Superprof sur Google, il n'y a pas des gens qui vous ont racheté en ads? Non, on l'achète, on est obligé maintenant. Donc
Donc toi aussi. Si, les gens, donc les 3 premiers liens, genre c'est du Superprof. C'est sponsor comme référencement. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ok. Ah ouais, tout à fait. Très bien. Bon, ma dernière question avant de passer du tac au tac, c'est vraiment la toute dernière. J'aimerais juste comprendre, est-ce que tu peux nous parler du business model, bien sûr. Et peut-être pourquoi il est différent de d'autres sites de cours particuliers? Ouais, absolument. Bah écoute, le modèle économique c'est à peu près le même depuis le début. En fait, on est parti du principe que on allait faire payer l'élève quelque chose pour trouver son prof. Et il ne paye que si il trouve son professeur. C'est-à-dire que si tu viens chez nous, tu trouves pas de prof, tu ne paieras jamais rien. Okay. Et donc on est parti. Donc quand tu viens, tu mets ton empreinte de carte bleue. On cherche tes professeurs, on te propose les meilleurs profs, on essaie de trouver le meilleur matching. En fonction de quoi du coup? Plein de critères. C'est la matière que tu cherches, ton âge, la géo. Ta géographie, est-ce que tu cherches des cours par webcam, ton niveau, plein de choses comme ça. Okay. Donc on va te proposer un ensemble de professeurs qui nous semble le mieux adapté pour toi. Toi, par exemple, tu cherches des cours pour jeunes adultes, eh bien écoute, on va te proposer des profs qui marchent bien avec les jeunes adultes. Si demain tu cherches des cours pour des enfants, eh bien on va plutôt faire matcher les professeurs avec ceux qui marchent bien avec les enfants. Mm-hmm. Pareil pour les seniors. Voilà, tu vois, par tranche d'âge, on va essayer d'identifier des profils d'élèves et de proposer le meilleur professeur. Et ensuite, après, on va te demander de motiver ta demande. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, pourquoi tu veux des cours, qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu as envie, c'est quoi ton objectif. On va essayer comme ça, on va présenter le projet pédagogique au prof. D'accord. Et le prof va devoir t'accepter. Tu vois. Et en fait, pourquoi ça marche bien, la relation prof et élève super prof, c'est qu'il y a une double acceptation. L'élève choisit son prof, le prof choisit, en tout cas accepte le cours avec cet élève. Et c'est le fait de la double acceptation que du coup va naître une espèce d'alchimie qui va être créée entre le prof et l'élève, où ils vont tellement bien s'entendre que par un mécanisme de confiance, de mentoring, de dépassement de soi, en fait, on va vouloir être encore meilleur pour que ton prof il te dise vas-y fonce, tu fais ci, fais ça. Et je crois beaucoup à ce truc-là, au changement par un professeur. Mon prof de physique de maths a changé ma façon de travailler, m'a donné confiance en moi. Et si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai réussi à faire une école d'ingénieur, c'est grâce à lui. Parce que moi, je sortais de lycée, de mon lycée des Clés-sous-Bois, je savais pas ce que c'était qu'ingénieur. Et lui, il m'a trop motivé. Donc un prof, c'est vraiment ça te galvanise, quoi. C'est pas que de la théorie, au contraire. Et donc, il faut que tu aimes ton prof, il faut que le prof aime l'élève. Pareil, moi j'ai été. Alors, moi je suis fils d'enseignant, je suis peut-être un peu déformé, mais, moi aussi. Mais j'ai sponsorisé parents, toutes mes écoles d'ingénieurs en donnant des cours particuliers. Et j'ai adoré donner des cours de maths. J'ai adoré aider les gens. J'ai adoré voir les gens comprendre. J'ai adoré leur expliquer des choses que moi j'avais mis du temps à comprendre et que je leur fais gagner un temps fou à comprendre. Et j'ai adoré aussi les voir réussir leurs examens et être tellement content. J'ai fêté des baccalauréats avec des élèves. Enfin, c'est génial, quoi. Été le messie, ce que tu as eu, parce que le mec ou la nana, il a eu 15 en maths alors qu'il était parti avec une moyenne de 6. Et tu as l'impression que les mecs, c'est grâce à toi, quoi. Bon. Alors que c'était grâce à eux principalement. Bien sûr. Tu as juste été quelqu'un pour aiguiller. Mais c'est chouette, toi. C'est des chouettes moments, moi je trouve. C'est fou à quel point l'humain joue au final sur, tu vois, assimiler que ce soit des théories, c'est incroyable. Yacine, c'est notre credo, si tu veux. Nous, la meilleure façon d'apprendre, c'est avec un humain, c'est avec un professeur. Tu vois, la façon d'apprendre, tu peux l'apprendre de 1000 façons. Tu as envie d'apprendre l'anglais, tu peux aller à la Fnac, t'acheter une méthode Assimil, tu peux regarder des tutos sur YouTube, tu peux prendre Babel, tu peux prendre des applications du Duolingo, tu peux prendre il y a 1 million de choses pour apprendre, ok ? Mais pour nous, la meilleure façon, si tu veux apprendre l'anglais, c'est trouve-toi un prof d'anglais qui va te dire « Ok Yacine, t'es à tel niveau, tiens, moi je te conseille de lire tel article, ou tiens, je te conseille de prendre telle méthode, on se retrouve la semaine prochaine, tu me diras ce que t'as fait. » Et là, tu vas progresser à une vitesse, que tu vas pas perdre ta motivation, tu vas avoir un point de rendez-vous, le mec va t'aiguiller, ou la nana, le prof va t'aiguiller dans toute la connaissance en disant « toi, il faudrait plutôt que tu... Tiens, t'aimes pas lire ? Tiens, mate des séries Netflix en anglais, tu vas voir, tu veux mater ça, il y a un bon vocabulaire... » Enfin, le prof, en fait, il t'aiguille, si tu veux, dans l'apprentissage, parce que la connaissance, il y en a partout, et il te fait garder ta motivation. Donc, voilà, c'est pour moi la meilleure façon pour apprendre quelque chose, c'est de trouver le professeur, et c'est encore une fois de rencontrer le bon humain. C'est sûr. Et tiens, est-ce que tu es capable de... J'imagine c'est une métrique que vous traquez, le taux de repeat entre le premier cours et les gens qui repartent sur un deuxième cours, parce que j'imagine que malgré qu'il y a un fit par message ou sur la fiche contact des deux, donc le prof comme l'élève, il faut vraiment qu'il y ait le premier cours pour que ça soit validé des deux côtés et qu'on continue. C'est quoi le taux de succès à ce niveau-là ? On est à plus de 90%.
Ok. Ouais. Alors, je te parle en France. Ouais. Mais c'est un indicateur qu'on regarde énormément, effectivement. Mais tous les pays, je ne vais pas dire de conneries, mais même la France, pour 95%, et encore on améliore encore parce que on veut vraiment que le matching soit super efficace. Mais je crois que c'est 95 en France et plus de 90 dans tous les pays. Il y a des pays où c'est plus dur parce que généralement c'est les pays qui démarrent. On connaît moins bien nos professeurs, on a moins de choix de professeurs. Donc on va par exemple sur des pays comme la Nouvelle-Zélande qu'on a lancé peut-être à 80-85%, mais on a des taux très très hauts. Parce que, encore une fois, on est bon en matching. Donc comme on n'est pas mauvais, enfin on est bon, on n'est pas mauvais en matching derrière, avec un algo, bien sûr, évidemment. Pas la mano. Non, j'ai 28 millions. Non, ça marche tout seul. Alors, il y a quand même une équipe support qui aide des fois dans les cas un peu compliqués. Tu vois, il y a des gens qui ont du mal à trouver leur prof. Et ça permet d'affiner l'algo, j'imagine. Absolument. Ouais, l'algo apprend. Absolument, ouais, tout à fait. Il y a des gens aussi on en a un support, donc les gens peuvent appeler quand ils comprennent pas, on peut les aider. On les aide vraiment à bien matcher. Mm-hmm. Et on leur trouve aussi des professeurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas très bien chercher non plus. Il y a des gens âgés qui cherchent. Il y a pas longtemps, on aidait une confédération de religieuses à trouver une professeure de turc pour une de leurs bonnes sœurs qui allait arriver professeur de français pour une religieuse qui était turque et qui voulait apprendre le français. Enfin, tu vois, et ces gens-là, c'est pas des gens hyper expérimentés sur mobile à faire du swap pour trouver le prof et compagnie. Donc on les aide, donc on a un support. Et donc ça affine effectivement l'algorithme. Et puis après, c'est pareil, au fur et à mesure du temps, on connaît aussi de plus en plus nos élèves. Et puis on a de plus en plus de professeurs aussi qui prennent des cours avec nous. Donc si tu veux, on essaie vraiment de faire une grande communauté de confiance, tu vois. Ouais. Et plus on connaît nos membres, plus on les oriente vers les bons choix pour eux, quoi. J'aimerais terminer sur un petit truc. Enfin bon, on va quand même rebondir sur juste ce que tu viens de dire. D'ailleurs, c'était une petite phrase que j'avais, mais tu peux nous donner un petit peu le... Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des profs qui deviennent élèves, il y a des élèves qui deviennent profs. Merde. Ok, je vais la refaire. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des élèves qui deviennent profs et des profs qui deviennent élèves. Tout à fait. En fait, on est parti... C'est pareil. T'as une sorte de pourcentage, tu saurais ou pas ? Non, pas précisément. C'est un peu plus dur à travailler, puis c'est opportuniste, quoi. Ça veut pas dire que l'un... Ouais, mais je te dirais à vue de nez à peu près, on a 20% de nos professeurs qui deviennent élèves chez nous. Ok. Voilà. Et on a plein d'élèves aussi qui deviennent professeurs, forcément. Mais là, je regarde moins ces trucs-là. Mais il faudrait que je regarde, ça serait très intéressant. Ouais. Après, il faut regarder, est-ce qu'ils sont d'abord profs, d'abord élèves ou voilà. Mais en fait, ça part aussi. Superprof a été construit avec 2-3 dogmes de trucs qu'on croyait. C'est-à-dire que je t'en ai donné un, c'est-à-dire qu'on croit très fort, nous, que la meilleure façon d'apprendre, c'est avec un humain, avec le bon professeur. Voilà, qu'on croit très fort aussi que la meilleure façon d'avoir un cours particulier, c'est dans la bienveillance, c'est dans l'alchimie, dans le fait que le choix du professeur, le choix de l'élève, c'est des choses très importantes pour que ça se passe bien dans une relation entre un prof et un élève. Et également aussi, on croit très fort qu'on a tous quelque chose à apprendre ou à enseigner. Si tu veux, d'ailleurs, à transmettre. Ouais, on le fait plus, mais moi, tous mes collaborateurs du début, jusqu'à peut-être au moins les 50 premiers, j'étais tous obligés à donner des cours sur Superprof. Moi, j'ai donné des cours. Bien sûr. On a tous quelque chose à apprendre ou à enseigner. Ouais, mais j'allais dire aussi à en prendre. Ouais, alors maintenant, c'est plus ça. Maintenant, quand tu arrives chez nous, déjà, tu as 200 € de cours à offrir. Donc, tu as 200 € à dépenser sur la plateforme pour apprendre quelque chose. Alors, c'est trop marrant. Il y a des gens... Là, mon patron de l'acquisition qui vient d'arriver, il a pris quand même un cours de do-it-yourself parce qu'il voulait fabriquer un meuble pour chez lui. Tu vois, par exemple, j'ai Simon, là, pas longtemps, alors lui, il continue les cours de guitare, mais il a commencé pareil avec les cours de guitare. Les membres aussi prennent des cours, mais trop marrants, quoi. Parce qu'on a des profs vraiment trop drôles. Mon frère qui bosse dans la boîte, il avait pris des cours d'éloquence, tu vois, prise de parole en public et compagnie. Et donc tout ça pour te dire que oui, on croit très fort effectivement qu'on a tous quelque chose à apprendre, à enseigner. Donc oui, il n'est pas anormal, il est même plutôt logique que nos professeurs deviennent nos élèves et nos élèves nos professeurs. Et tu sais, maintenant ça fait 9 ans qu'on existe. Et on a pu voir des cas particuliers de gens qui nous disent « Ah, mais c'est marrant parce que moi, j'ai commencé quand j'étais au collège ou au lycée à prendre des cours de maths. Et maintenant que je suis en bac plus 5, machin et tout, en philo, en maths, et en anglais et compagnie, c'est moi qui donne des cours sur la plateforme. » Donc, tu vois, ils ont commencé en tant qu'élèves parce qu'ils étaient dans le scolaire. Et plus tard, ils vont eux-mêmes donner des cours d'un autre truc, quoi.
Ma dernière question. Ça fait 4 fois que tu dis dernière question. Non, c'était ma dernière question. Là, on a fait une parenthèse. Non, mais attends, juste une chose. Je te crois pas. Si on revient juste sur le Ouais. business model, Ouais. est-ce que tu estimes que le succès de Superprof, à la différence de peut-être plein d'autres cours qui souvent créent plein d'autres sites, pardon, Modèle, qui, ouais. en fait, qui mettent au centre du business model l'élève et non pas le professeur, Ouais. parce que c'est au final le prof qui va payer presque une commission, etc. Ouais, Est-ce que ouais. tu as l'impression que justement, parce que je pensais à une chose, c'est le bypass, c'est le fait de te dire, tu sais, un élève ou un prof veuille sortir de la plateforme et continuer à faire Ouais, des cours entre ouais, eux. ouais. T'estimes que c'est votre modèle qui rétribue et qui met un peu au centre de base le prof, qui permet justement de créer aussi cette confiance? Oui. 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 Moi, Fin j'ai... Oui, point. Moi, j'ai commencé, quand j'ai monté Superprof, j'avais 2 concurrents. Et on faisait exactement la même chose. Et on n'avait pas le même modèle économique. Ouais. Et aujourd'hui, les deux n'existent plus. Voilà. Donc, quelle conclusion on peut en tirer? Eux, ils étaient partis sur de la commission. Voilà. Et nous, en fait, on est avec de la commission sur le professeur et de la commission sur l'élève. Donc, ils prenaient une commission sur les deux, voilà, sur chaque heure de cours. Et nous, c'est pareil. On est parti du principe aussi que c'est inhumain de faire payer une commission sur le long terme, sur de la récurrence. Ouais. La commission, ça marche bien sur le one shot. C'est-à-dire que Vous vendez une mise en relation. on vend la fait. mise en relation. Ouais. Exactement. Nous, notre promesse, c'est que tu trouves le prof parfait. Après, tu vis ta vie avec le professeur. Tu le payes, mais si il te demande 30 euros ou 40 euros de l'heure, ça te coûtera 30 euros ou 40 euros de l'heure. Et le professeur, il touchera 30 euros ou 40 euros de l'heure. Point. On ne prend aucune commission sur les heures de cours. Ouais. Et ça plaît énormément à nos professeurs. Déjà, parce que moi, je trouve ça inhumain de prendre une commission sur chaque heure de cours alors que tu as juste fait la mise en relation. En fait, c'est un truc qui marche bien one time. C'est-à-dire que Airbnb, tu payes la commission de 18-20% parce que l'appartement ou la maison, tu connais pas le mec, donc tu es prêt. Et si le mec, tu revenais tous les étés dans sa maison, si tu veux, rapidement, l'année d'après, tu dirais, t'es gentil, on va s'économiser 20% de commission. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui se passe probablement. Et Uber, c'est pareil. Uber, ils prennent 30% de commission sur les chauffeurs. Bon, ils sont gentils, mais si le chauffeur il venait te chercher tous les matins chez toi, ils passeront en direct, ça serait beaucoup plus simple. Donc ça ne marche pas sur de la récurrence, ça marche sur du one shot. Et donc nous, on s'est dit, non, nous on va plutôt du coup faire payer pour la mise en relation. Et si tu veux, alors aujourd'hui ça semble super évident ce que j'ai fait, le modèle économique qu'on a trouvé, mais quand je l'expliquais au début, il y a 9 ans, tout le monde me disait que c'était n'importe quoi. Tout le monde me disait que c'était n'importe quoi. Déjà, il y a aussi des gens qui me disaient, mais pourquoi tu fais payer, tu devrais lever des fonds, voilà, et ça c'est très drôle. J'ai un gros investisseur. Plus tard, ne pas être rentable. J'ai un gros investisseur qui m'avait dit ça, je me rappelle, lors d'un pitch à Lille pour le France Digital, je sais plus, le prix de France Digital. J'avais un investisseur, il m'a dit, mais je comprends pas pourquoi vous faites payer, quoi. Pourquoi vous faites payer? À l'époque, c'était 9 euros pour être en relation, alors que tu pourrais faire gratuit, inonder le marché français et faire payer plus tard. Et j'ai dit, oui, mais moi j'ai besoin de faire payer parce que à la fin du mois, j'ai un loyer à payer et des collaborateurs à rémunérer, quoi. Surtout que c'est même pas vrai parce que quand tu commences avec un service qui est gratuit, oui, il est parfois je sais. très compliqué de le faire payer. C'est ça le problème des gens. Oui. Donc à la fin, qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'oses pas faire payer, tu fais de la pub. Tu vois, la pub, ça te rapporte rien. Les gens sont pas contents parce qu'ils voient de la pub dégueulasse. Enfin, tu vois, nous, pareil, Superprof, pas un gramme de pub, 0 pub. Sauf ces magnifiques campagnes. Alors, non, mais ça, c'est de la pub pour Superprof. Non, mais bien sûr. Oui, ok, tu veux dire sur la plateforme. Pas de pub sur Superprof. Oui, okay. Superprof, t'as pas de pub, on t'envoie pas des mailings pour te vendre des trucs. Enfin, tu vois, il n'y a pas des pubs pour TF1, pour machin, pour Uber Eats, enfin, tout ce qu'on peut voir. Dans la tête d'un CEO. Ça, je veux bien en faire. Ça, je veux bien en faire. Bon, promis, c'était la dernière question. Enfin, voilà, bref. Bon, j'en ai encore une. Non, je déconne. Non, promis, c'est bon. Bon, on termine avec les petites questions du tac au tac. Allez, tac au tac. Allez, c'est bon. On se retrouve dans 30 secondes. Ma première question pour toi, Wilfried. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, si tu pouvais le définir par un mot ou un groupe de mots? Écoute, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la plus belle chose du monde. C'est de la liberté, c'est du fun, c'est de l'aventure, c'est des rencontres, c'est de l'amitié, c'est des copains, c'est ce qu'il y a de plus beau comme activité sur Terre. Très clair. Ma deuxième question. Si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, ça ne veut pas dire que tu devrais lui vendre des parts. D'accord. C'est juste un board member qui serait à côté de moi juste pour me donner des petits conseils. Voilà. Qu'il soit vivant, mort, fictif ou réel. J'en ai tellement que j'aimerais prendre, quoi.
Alors, écoute, si je pouvais choisir, j'imagine que je prendrais Napoléon pour s'occuper de ma stratégie. Je prendrais Oussama Ammar pour s'occuper de mon storytelling. Et puis, je prendrais Corentin Cadet de Clocks pour s'occuper de mes acquisitions sur les réseaux sociaux et ma publicité en général. Très clair. Napoléon, Rassem, petit coucou à Rassem qui me l'a cité aussi. Ah ouais, Ouais. pas pour tout, hein, Napoléon. Non, attention. pareil. Ah, Il a remis. Voilà. Après, il a cité Beethoven pour se rattraper. Ah Non, ouais. mais je rigole. Ouais, j'ai une petite question à te poser. Tu me disais par exemple que, très exactement, tu m'as dit, je quote, je savoure les échecs. Est-ce que tu peux me parler de l'échec que tu... Déjà, pourquoi Ouais. et c'est quoi l'échec Alors voilà. que tu chéris le plus? C'est toute la nuance de l'échec, en fait, si tu veux, Yacine. C'est que moi, pourquoi je dis je chéris l'échec? Parce que, en fait, ça n'existe pas vraiment, l'échec. L'échec, c'est un point de vue, déjà, premier point. C'est-à-dire que ce que tu rates, en fait, c'est comment tu l'appréhendes. C'est-à-dire que tu as raté un truc, mais en ratant ce truc-là, moi, j'ai raté 1 million de trucs, mais en ratant, t'apprends un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, du coup, ce que tu as fait là, ce ratage, eh bien la prochaine fois tu le feras pas et tu seras grandi et compagnie. Tu vois, donc c'est pas vraiment un échec. Tu vois, rater, c'est juste que tu as essayé quelque chose qui était peut-être trop compliqué pour toi, donc ça veut dire que tu étais en plus ambitieux et que tu n'as pas réussi, mais c'est pas grave, tu as appris quelque chose. Un échec que j'ai fait qui m'embête, mais c'est comme ça. Est-ce que j'ai appris quelque chose et depuis maintenant je le fais plus, et maintenant quand je fais des deals, eh bien je suis capable de dire banco et on signe et on se serre la main comme ça, parce qu'effectivement j'ai à un moment voulu racheter une société face à un personnage qui était un mec très complexe que j'ai du mal à comprendre et à décrypter, et du coup j'ai pas réussi, et des fois j'étais un peu trop frontal avec lui, j'ai coupé un peu l'élastique entre guillemets de la négociation, parce qu'à un moment t'es agacé, tu comprends pas et tout, et j'ai rompu et j'ai jamais pu récupérer le truc, et donc j'ai raté le deal, j'ai jamais pu racheter cette boîte qui s'est fait racheter par des concurrents à moi d'ailleurs. Depuis je vais voir les concurrents pour leur racheter. Mais, allez là, résilience. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que j'ai raté ce truc là, mais maintenant j'ai appris que pour faire un deal, il fallait conserver cet élastique complet, et puis toujours un petit peu tendu, ne pas le casser, et puis surtout accepter vite les propositions, et puis l'argent c'est ce que tu vas gagner en négociant, en fait tu vas le perdre en temps, donc gagnons du temps, faisons le deal. Et tu vois, ça vient d'un ratage, d'un échec, ce truc-là. Mais j'ai appris énormément, donc c'est cool, quoi. Trop cool. Et j'aimerais parler 30 secondes du syndrome de l'imposteur. Tu vois un petit peu ouais, alors, ouais. Est-ce que tu estimes que tu l'as vécu, et surtout, ou que tu le ressens même peut-être aujourd'hui dans certaines situations, et c'est quoi, non pas un conseil, mais qu'est-ce que toi tu ferais pour le combattre, ce syndrome? Alors écoute, j'ai beaucoup de chance que je n'ai jamais ressenti ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, depuis que je suis entrepreneur. Peut-être que je l'ai senti quand j'étais en mission de conseil, où on t'envoie quand même, t'as 25-26 ans, on te vend 2000 balles la journée, et on t'envoie en réunion avec des mecs qui ont 20 ans d'expérience. Bon, là tu te dis, ok, est-ce que vraiment je suis bien à ma place? Surtout, tu comprends pas grand-chose au métier, tu as juste un beau costume, des belles méthodologies, donc voilà, tu arrives avec des outils. Mais là, c'est pas évident quand même Donc là, peut-être que je l'ai connu, mais depuis que je suis entrepreneur, non, j'ai jamais connu ce truc-là. Déjà parce que spontanément, j'ai confiance en moi, je crois. Et puis, surtout, non, mais moi, je vis un rêve éveillé. C'est le paradis sur Terre. Donc, si tu veux, non. Et puis, en plus, je suis encouragé par mes équipes, j'encourage mes équipes. On est dans un truc un peu d'entraînement mutuel. Donc, non, j'ai pas eu de syndrome de l'imposteur. Et en tout cas, si les gens l'ont et se pose des questions effectivement en se disant tiens, est-ce que je suis vraiment à ma place, compagnie, est-ce que je mérite vraiment d'être ce truc là? Écoutez, franchement, oubliez cette petite voix dans votre tête et puis foncez, tentez des nouvelles choses, et puis le syndrome de l'imposteur, en fait je pense que ça n'existe pas, c'est un truc personnel, et franchement oubliez ce truc là, et rappelez-vous, vous faites quelque chose de fabuleux, et faites-le encore mieux, et vous allez voir, ça va passer très vite. Très clair, très bienveillant. Bon, allez, c'est ma dernière question, de la dernière des dernières. On valide, promis. C'est quoi le conseil le plus sous-coté? Donc celui que tu n'as pas entendu, ou que tu as entendu peut-être qu'une seule fois, mais que toi, tu aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, qu'un truc qui m'a bien servi, mais qui est un peu ridicule, c'est
dans un film très connu où un comédien dit à l'autre « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce ». Et ce truc-là, en fait... C'est quel film ? C'est dans Les Bronzés font du ski. Ah oui, ok, c'est ça. Le mec, il dit, je comprends pas comment ça se fait. C'est Gérard Jugnot, je crois. Ouais, exactement. Michel Blanc, il dit, mais t'es déjà sur un coup, ça fait à peine une semaine qu'on est arrivé au ski. Il dit, écoute, si je peux me permettre de donner un conseil, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, des fois, ça marche, quoi, tu vois. Et écoute, je trouve que c'est un bon conseil parce que, en fait, la plupart des gens te donnent des conseils qui vont te faire peur. Ils vont te dire, ah oui, mais t'as pensé à ça. Ouais, mais ça, oh, mais ça existe déjà, par exemple. Tout ça, tu vois. Ces lieux communs de ces poncifs sur, ouais, mais t'as pensé où ça existe déjà et compagnie. Déjà, tout existe. Déjà, tout a été pensé. En fait, juste un moment, il faut penser quelque chose qui existe et c'est tant mieux si ça existe déjà. Juste le faire mieux que les autres. C'est ça le truc. Et un projet ne tient qu'à une seule chose, l'humain. C'est pas l'idée qui va être géniale, c'est la réalisation de l'idée. La réalisation de l'idée va venir toujours de l'équipe, du fondateur d'abord, puis de l'équipe avec laquelle il va s'entourer. Aucune idée n'est mauvaise, et donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que The Conseil, oublie que t'as aucune chance, va-y fonce, même si on est complètement pourri, vaseuse, avec un modèle économique foireux, si t'es bon, en fait, tu vas le lancer avec cette idée pourrie et ce modèle économique nul, mais tu vas comprendre. Le marché va te dire, va t'envoyer des signaux, te dire, non, là c'est le mauvais modèle, regarde, c'est pas bon. Et puis ton équipe, tu vas construire. Mais si tu continues avec toute l'énergie, la volonté, la puissance, et que tu lâches rien, et que tu es pugnace, et bien en fait tu réussiras. Je crois que la réussite vient juste de la pugnacité, de la ténacité. La bonne idée n'existe pas. C'est la réalisation, la puissance que tu mets, la force de travail, la réflexion, l'intensité, le 100% focus. Moi, Superprof, j'y pense jour et nuit. J'y pense sous ma douche, j'y pense en me couchant. Ça ne me demande pas d'effort, c'est passionnant d'y penser. Parce que c'est comme quand tu es passionné par quelqu'un ou que tu es très amoureux, tu y penses et c'est chouette. Toi, tu t'endors le soir, tu dis, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Toi, ça te galvanise, quoi. Toi, c'est excitant, mais... il faut savoir faire des moments de repos, prendre des moments de repos. Mais moi, j'y pense tout le temps et voilà. Et en y pensant tout le temps, en étant très focus, en mettant toute son énergie, en fait, à la fin, c'est sûr que ça va marcher. Donc, le meilleur conseil, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Vous verrez, les gars, ça marche vraiment. Et les filles, ça marche vraiment. Ça me fait penser à Sébastien Coinon qui me disait c'est pas des efforts vu que c'est une passion. Mais c'est pas faux. Et il a raison. Et ouais, non, mais je trouve ça cool. C'est donc, ça qui soyez passionnés, soyez pugnaces et n'écoutez pas votre pote, non, qui surtout vous dit pas. que ça Et va alors, être compliqué. encore moins les parents. Les parents, c'est les plus mauvais conseillers parce que les parents, ils ont pas envie que les enfants prennent des risques. Et donc, parce que s'ils savent que si les enfants prennent des risques, c'est eux qui vont ramasser les pots cassés. Ouais. Et si les enfants ont un énorme succès, les enfants, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils partiront encore plus vite de la maison et ils seront moins proches des parents. Donc, les parents n'ont rien à gagner à ce que vous preniez des risques. Donc, bon. Et un dernier truc pour rebondir sur ce que dit Sébastien Coinon, c'est qu'effectivement, il y a un mantra aussi qui dit si tu travailles de ta passion, enfin si tu vis de ta passion, tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. Mais ce qui est vrai en fait, si tu veux, le truc le plus difficile, c'est de travailler. Travailler, c'est laborieux. Le travail, c'est un truc qui peut être compliqué. Mais si tu transformes ce labeur en fait en passion, et que du coup tu y vas en disant je vais retrouver une bande de potes et on va refaire le monde et on va conquérir et on va faire de la croissance, mais t'as même pas l'impression de travailler. Donc en fait l'effort que tu donnes, c'est un effort très positif. C'est comme si tu allais faire du sport. En fait c'est intense, c'est compliqué, mais c'est chouette, t'aimes bien faire du sport. Pourtant c'est dur, on pourrait dire que c'est du travail. Et là c'est pareil, faites un truc, votre passion, un truc que vous adorez, vous verrez, mais plus jamais vous aurez l'impression de vous lever le matin pour aller travailler, quoi. Et c'est ça que j'essaie d'insuffler à toute l'équipe. Trop cool, j'espère que tout le monde s'est bien imbibé déjà on a archi pas respecté le temps, désolé. Pas de problème. C'est ma faute. Mais je pars toujours du principe que si on dépasse, c'est parce que l'épisode est hyper quali. Et comme je disais, il y a tellement d'autres sujets, mais c'est infini, Yacine. Voilà, je vais pas faire 5 fois la dernière question du coup. Bon, un grand merci, ça va, t'as pris en tout cas, merci beaucoup pour l'appareil à raclette, ça m'a fait super plaisir. C'est ça que t'as retenu du podcast, c'est ça. Ah ouais. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, nous faire des retours, à envoyer des messages à Wilfried, ça lui fera un plaisir. Totalement disponible, vous pouvez m'envoyer sur LinkedIn un petit mot. Voilà, si vous voulez le voir à poil. Wilfried@superprof.com également.
Et je gagne aujourd'hui 240 000 euros par an. Voilà. Putain, je t'ai même pas posé la question, c'est vrai. Non, mais chose promise, chose due. C'est Et vraiment ben, à la fin, par contre. C'est gentil d'avoir. C'est même pas de l'honnêteté là, c'est vraiment te mettre en avant gentiment à ce niveau-là. Donc un grand merci. Bon, merci Wilfried. Et puis, yes, on va terminer cet épisode enfin. Donc à la semaine pro pour un nouvel épisode. Salut les amis. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!